Les triplés du millionnaire, sauvés par la femme de ménage. La découverte derrière le mur. Le son de la musique classique et les rires de la haute société furent étouffés lorsque la lourde porte de service se referma sur mon dos. Le silence de la campagne n'était interrompu que par le craquement de mes bottes sur la terre sèche et l'effort de mes propres poumons. Je traînais 2 immenses sacs noirs, débordant des restes du banquet qui se déroulait à l'intérieur. Homards, caviar, bouteilles de champagne à moitié vides. Les déchets des riches pesaient plus lourds que les espoirs des pauvres. Mes bras brûlaient. Je détestais ce service. Je détestais devoir servir cette femme, Madame Éléonore, tandis qu'elle portait un toast avec un sourire de requin à la mémoire de son beau-fils disparu. Un tragique accident, avait-elle déclaré devant les caméras, essuyant une larme inexistante. 3 jours s'étaient écoulés depuis les obsèques symboliques, 3 jours de faux deuil et de fêtes secrètes. J'atteignis le conteneur à déchets, stratégiquement situé loin du château-ci, afin que la mauvaise odeur n'offense pas les narines délicates des invités. Avec un grognement d'effort, je soulevai le premier sac et le lançai à l'intérieur. Le coup sourd résonna dans la nuit. Je me penchai pour prendre le second, mais je m'arrêtai. Un son. Ce n'était pas le vent agitant les branches des oliviers, ni un animal nocturne. Je connais bien la campagne, et je sais distinguer le pas d'un renard ou le battement d'ailes d'un hibou. C'était différent. C'était un son humide, brisé, un gémissement humain, étouffé par une douleur extrême. Je restai immobile, mes mains gantées de caoutchouc jaune, toujours agrippées au plastique du sac poubelle. Mon cœur martelait mes côtes. Un intrus. La sécurité du domaine était impénétrable, du moins c'est ce qu'on disait. Si on me trouvait ici à parler à un étranger, Éléonore me renverrait sans hésiter. « Qui est là ?» demanda-je, ma voix tremblant plus que je n'aurais voulu. Je saisis une bouteille de verre vide qui dépassait du sac, une arme pathétique, mais la seule que j'avais. Personne ne répondit. On n'entendit qu'un traînement pénible sur la terre, suivi d'une toux sèche, violemment réprimée, comme si quelqu'un se couvrait la bouche pour ne pas faire de bruit. Le son venait de l'autre côté du vieux mur de pierre qui délimitait l'ancien périmètre du domaine. Je fis un pas, puis un autre. La curiosité et la peur livraient bataille dans mon estomac. Je longeai le mur, le dos collé à la pierre froide et rugueuse. Je respirais profondément, comptais jusqu'à 3 et tournais le coin, la bouteille levée, prête à frapper. Ce que je vis me glaça le sang et la bouteille me glissa des doigts, tombant au sol sans se briser, roulant inutilement jusqu'à heurter une botte usée. Il y avait un homme assis par terre, appuyé contre le mur, ou ce qu'il restait d'un homme. Ses vêtements étaient en lambeaux, recouverts d'une couche de poussière grise et de taches sombres que, même dans la pénombre du crépuscule, je reconnus comme du sang séché. Il tenait la tête basse, les cheveux en désordre, et plein de terre, cachant son visage. Mais ce qui me fit porter les mains à ma bouche pour étouffer un cri, ce ne fut pas son état lamentable, mais ce qu'il tenait. Ses bras, tendus et couverts de griffures, formaient un berceau inébranlable autour de 3 petites formes. 3 couvertures blanches, désormais sales et tachées de boue. C'étaient des bébés, 3 nouveau-nés. L'homme leva lentement la tête en entendant le bruit de la bouteille. Le mouvement lui coûta un monde. Je vis les muscles de son cou se tendre et sa mâchoire se serrer pour ne pas crier. Quand ses yeux rencontrèrent les miens, je sentis le sol disparaître sous mes pieds. Ce regard, ses yeux verts intenses, maintenant injectés de sang et cernés d'œillères violettes par l'épuisement, je les connaissais. Je les avais vus dans les magazines d'affaires qu'Éléonore laissait traîner. Je les avais vus dans les portraits accrochés dans le couloir principal avant qu'elle n'ordonne de les retirer. C'était lui, le mort, l'héritier. « Monsieur Alexandre », murmurai-je, sentant mes jambes flancher. Je reculai d'un pas, terrorisé, comme si je voyais un fantôme. Il ne parla pas tout de suite. Sa gorge se contracta en avalant, sèche comme le désert. Il serra les bébés plus fort contre sa poitrine. Un geste instinctif, animal. Il ne me regardait pas avec l'arrogance d'un patron, mais avec la terreur d'une proie acculée. De l'eau. Sa voix était un raclement métallique, presque inaudible. « S'il vous plaît, mes enfants. » L'une des formes bougea. Un petit gémissement aigu s'échappa des couvertures. Alexandre frissonna et baissa rapidement les yeux, berçant le bébé, le balançant avec des mouvements maladroits et désespérés. « Oui, papa est là, s'il te plaît. Ne pleure pas. Non, murmurait-il maintenant, et je vis une larme nettoyer un sillon de saleté sur sa joue. Ne faites pas de bruit, mes petits anges, s'il vous plaît. La scène était si violemment contrastée qu'elle me donna le vertige. L'homme le plus riche de la région, le propriétaire légitime de tout ce que nous foulions, était étendu par terre comme un mendiant, terrifié à l'idée que ses propres triplés fassent du bruit.
Je m'approchais lentement, oubliant le protocole, oubliant que j'étais la femme de ménage et lui le maître des lieux. Je m'agenouillais devant lui sans me soucier que la poussière tache mon uniforme impeccable. « Monsieur Alexandre, tout le monde dit que vous êtes mort », lui dis-je, ma voix gagnant en urgence. La voiture est tombée dans le ravin. On a retrouvé les restes. Éléonore a dit qu'il n'y avait pas de survivants. On a fait des funérailles. Il laissa échapper un rire qui ressemblait plus à un râle d'agonie. Il leva les yeux vers le château, où les lumières dorées brillaient au loin. « C'est ce qu'elle voulait », dit-il, et la rage dans sa voix fut si puissante qu'elle me fit frissonner. « Ce n'était pas un accident, Marie. Elle a coupé les freins. Je regardais les bébés. Ils étaient minuscules, trop petits pour être à l'extérieur. Leurs petits visages étaient rouges, ridés par l'inconfort et la faim. « Vous êtes là depuis 3 jours avec les enfants ?» demanda-je, horrifié. « Marchant, rampant », corrigea-t-il, essayant d'ajuster sa jambe droite et laissant échapper un sifflement de douleur aiguë. La jambe était dans un angle non naturel à l'intérieur de la botte. « J'ai dû les sortir de la voiture avant qu'elle n'explose. J'ai dû me cacher dans la brousse. Si elle sait que nous sommes vivants, elle terminera le travail. » Le bébé qui s'était plaint auparavant poussa un cri plus fort, un cri de faim pur et dur. Alexandre pâlit, regarda vers la maison, les yeux écarquillés par la panique. « Fais-le taire, supplia-t-il, non par méchanceté, mais par pur désespoir. Les gardes patrouillent, s'ils entendent. » Il ne termina pas la phrase, mais ce ne fut pas nécessaire. Je compris la terreur dans ses yeux. Il ne craignait pas pour lui. Il craignait pour ces 3 vies innocentes qu'il portait dans ses bras. À ce moment-là, je ne vis pas le millionnaire. Je vis un père prêt à se laisser tuer pour qu'on ne touche pas à ses enfants. Le cri du bébé déchira l'air tranquille du soir, comme une sirène d'alarme. Alexandre tenta maladroitement de mettre son petit doigt sale et tremblant dans la bouche du petit pour le calmer, pour lui donner quelque chose à sucer. Mais la faim de l'enfant était plus forte que le réconfort. Ils ont faim. Ils n'ont rien mangé d'autre que l'eau de pluie que j'ai pu recueillir avec mes mains. « Ils vont mourir, Marie », me dit-il en me fixant. Ses mains, qui signaient autrefois des chèques de millions d'euros, tremblaient maintenant de manière incontrôlable par faiblesse. « Tu dois nous aider, ou mieux, emmène-les. » La demande me frappa comme une gifle. « Que dites-vous » demanda-je, m'approchant pour inspecter les enfants. Ils étaient froids, trop froids. Je ne peux plus marcher. Ma jambe, je crois qu'elle est gangrénée. Je ne la sens plus depuis hier, confessa-t-il. Et pour la première fois, je remarquai l'odeur métallique et douce qui émanait de son pantalon déchiré, mêlé à la sueur et à la terre. Je suis un fardeau. Il pèse. Je ne peux pas courir si on nous découvre. Emmène-les, toi. Cache-les au village. Dis que ce sont les tiens. Dis que tu les as trouvés dans une église. Je m'en fiche, mais sors-les d'ici avant qu'Éléonore ne les trouve. Ne dites pas de bêtises, m'écriai-je, mon instinct maternel prenant le contrôle sur le respect dû. Je ne vais pas voler vos enfants et vous laisser ici par terre pour que les loups vous mangent ou que les gardes de cette sorcière vous achèvent. Alexandre m'attrapa le bras. Sa prise était faible, mais ses ongles s'enfoncèrent dans le tissu de mon uniforme. « Tu ne comprends pas » siffla-t-il, approchant son visage du mien. Je pus voir la fièvre briller dans ses pupilles. Éléonore n'est pas seule. Elle a acheté. Elle a acheté le médecin légiste. Personne ne viendra nous sauver. Si nous entrons là-bas et qu'on nous voit, ils n'appelleront pas la police. Ils nous tireront dessus et nous enterreront dans les fondations de la nouvelle piscine. Ces enfants sont les héritiers. Tant qu'ils respirent, elle n'a rien. Tu comprends ce que cela signifie ? Cela signifie qu'ils valent plus morts que vivants pour elle. Je me dégageai de sa prise, non par dégoût, mais pour agir. Je retirai frénétiquement mes gants de caoutchouc et touchai le front d'un des bébés. Il brûlait de fièvre, de déshydratation. Ils ont besoin de lait, ils ont besoin de chaleur, et vous avez besoin d'un hôpital, décrétai-je, mon esprit travaillant à 1000 à l'heure. Je regardais vers le château. Les fenêtres du salon principal brillaient. Je pouvais voir les silhouettes des invités danser. « Il n'y a pas le temps », insista-t-il, sa voix se brisant. J'entendais pas. J'ai entendu les motos des gardes balayer la zone nord il y a un instant. Ils viennent par ici. Ils se referment en cercle. Ils savent que nous n'avons pas pu aller loin. Ils savent qu'un homme blessé avec 3 bébés est lent. S'il te plaît, Marie, aie pitié. Sauve les enfants. À ce moment-là, le son d'un moteur se fit entendre, très près. Un véhicule tout-terrain s'approchait par le chemin de terre qui longeait le mur. Les lumières des phares balayèrent les cimes des arbres au-dessus de nous. Alexandre se colla contre le mur, fermant les yeux, couvrant les bébés de son propre corps, se faisant une boule humaine. Il cessa de respirer. Je restais paralysé, accroupi à ses côtés,
Le véhicule s'arrêta à une 50aine de mètres. J'entendis la voix rauque de Dubois, le chef de la sécurité. Un type énorme, avec des cicatrices sur les phalanges, et une loyauté absolue envers l'argent d'Éléonore. « Rien par ici, juste des déchets. Le périmètre est propre, » dit Dubois à la radio. Le son de la statique nous parvint, mais la dame insiste. Elle veut qu'on vérifie chaque recoin. Pas de surprise, dit-il. On va descendre et vérifier à pied derrière les vieux murs. Alexandre ouvrit les yeux et me regarda. C'était un adieu. Il était prêt à mourir. Il allait tenter de se lever pour les distraire, pour que je puisse courir avec les enfants dans la direction opposée. Je le vis appuyer ses mains sur le sol, se préparant à la douleur, se préparant à se sacrifier. « Ne bougez pas », lui ordonnai-je dans un chuchotement féroce. Mon esprit connecta les points. Dubois venait à pied. Dans 2 minutes, il serait là. Il verrait Alexandre. Il verrait les enfants. Ce serait une exécution sommaire. Il n'y avait pas le temps de courir vers la forêt. Avec sa jambe cassée et les 3 bébés, il nous rattraperait en quelques secondes. La seule issue n'était pas de fuir, c'était d'entrer. Je regardais les sacs poubelles que j'avais moi-même apportés. Puis je regardais l'énorme chariot de blanchisserie industrielle que j'avais laissé stationner près de la porte de service, à une 10aine de mètres de là où nous étions, partiellement caché par un buisson. C'était un conteneur en toile grise profonde avec des roues renforcées, utilisé pour transporter les draps sales et les nappes tachées de vin. Le camion de la blanchisserie, murmurai-je plus à moi-même qu'à lui. Alexandre me regarda, confus et étourdi par la douleur. Pourquoi ? Le service de blanchisserie externe ramasse le linge sale de la fête dans 15 minutes. Ils ont un passe-droit par la porte de service. Les gardes ne vérifient pas le linge sale. Ça leur dégoûte. Je me tournai vers Alexandre, le saisissant par les épaules avec une force qui le surprit. « Vous n'allez pas rester ici mourir, monsieur Alexandre, et je ne vais pas courir dans la forêt avec 3 bébés affamés comme une fugitive. Nous allons entrer dans votre maison. Nous allons entrer par la grande porte, mais d'abord nous devons devenir des ordures. Vous êtes folle ?» murmura-t-il. Mais je vis une étincelle d'espoir s'allumer dans ce regard éteint. « Oui, je suis folle, et vous êtes désespérée. »« C'est une bonne combinaison, » répondis-je. Le bruit des bottes de Dubois foulant les feuilles sèches se fit plus fort. « Crac, crac, crac. Pouvez-vous ramper sur 3 mètres ?» lui demandai-je en désignant le chariot de la blanchisserie. Alexandre serra la mâchoire, regarda ses enfants endormis par l'épuisement dans ses bras et hocha la tête. « Pour eux, je traînerai l'enfer entier. » « Bien. Car c'est exactement ce que nous allons faire. Nous allons faire entrer l'enfer dans la fête de Madame Éléonore. » Je me levai, secoua mon tablier pour enlever la poussière et adoptai ma posture de servante soumise. Mais mes mains ne tremblaient plus. J'étais furieuse, et une mère furieuse, même si les enfants ne sont pas les siens, est plus dangereuse que n'importe quelle armée. Je courus vers le chariot de blanchisserie et le poussai vers lui, faisant grincer les roues, juste au moment où la lumière de la lampe de Dubois commençait à percer l'obscurité vers notre position. C'était maintenant ou jamais. L'humiliation, tandis qu'à l'extérieur la mort nous soufflait dans la nuque, à l'intérieur du château, la vie se célébrait avec une cruauté à glacer le sang. Les murs de pierre de la grande demeure n'isolaient pas seulement du froid, mais aussi de la compassion. Dans le grand salon, le tintement des coupes de cristal découpait l'air. Madame Éléonore se tenait près de la cheminée, une coupe de champagne à la main, observant ses invités avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il n'y avait aucune trace de deuil dans sa posture. Son dos était droit, tendu, comme la corde d'un violon sur le point de se briser. « Ce champagne a un goût de vinaigre !» cria-t-elle soudain, lançant la coupe contre le mur le plus proche. Le cristal éclata en 1000 morceaux, et le liquide mousseux macula l'ancienne tapisserie. Le silence dans la pièce fut immédiat. L'orchestre à cordes s'arrêta net. Un jeune serveur, tremblant, s'approcha avec un plateau pour ramasser les fragments. Éléonore le regarda avec mépris, comme s'il s'agissait d'un insecte qu'elle venait d'écraser. « Sortez-le de ma vue et apportez une autre bouteille de la réserve privée d'Alexandre », ordonna-t-elle, prononçant le nom de son beau-fils avec un mélange de moquerie et de triomphe. Après tout, il n'en aura plus besoin. L'avocat de la famille, Maître Morin, un homme petit et transpirant aux yeux de rongeur, s'approcha d'elle en se glissant parmi la foule. Il lui murmura à l'oreille, ignorant le drame du serveur humilié. « Madame Éléonore, s'il vous plaît, dissimulez un peu. Les associés de l'entreprise sont ici. » L'incident remonte à seulement 3 jours. Éléonore laissa échapper un rire sec, sans joie. Elle se tourna vers lui, murmurant avec une venimosité qui fit reculer l'avocat d'un pas. L'incident ? Appelez-le par son nom, Maureen. L'accident dans le virage. Cette voiture a si bien brûlé qu'il n'est même pas resté les dents pour identifier.
Elle baissa encore plus la voix, enfonçant ses ongles dans la manche du costume de l'homme. « Avez-vous apporté les papiers ? Ils sont dans le bureau, le transfert de la tutelle des biens. Comme les triplés ont aussi disparu, vous êtes la seule bénéficiaire, mais nous avons besoin de la signature du juge et il arrivera dans 1 heure. Bien, car je veux effacer la trace de ces morveux de cette maison ce soir même. » Éléonore regarda l'énorme portrait de famille qui trônait dans le salon, où Alexandre souriait en tenant ses nouveau-nés. D'un geste rapide de la main, elle appela le chef d'entretien. « Je veux ce tableau dehors. Brûlez-le, jetez-le, je m'en fiche. Mais si je revois le visage de cet incapable ou de ses engendres sur mes murs, vous finirez à la rue avec eux. »« Mais madame, c'est le père d'eux, » commença l'homme, un ancien employé qui avait vu grandir Alexandre. « C'est un cadavre !» lui cria Éléonore, perdant son sang-froid un instant. Sa voix résonna dans le salon, aiguë et stridente, et les morts ne donnent pas d'ordre. « Je suis la maîtresse maintenant. Je paye votre salaire, faites ce que je dis ou partez. » Les gens détournaient le regard, mal à l'aise, mais personne ne disait rien. L'argent d'Éléonore achetait le silence. Elle se promenait parmi les invités, recevant des condoléances hypocrites, feignant d'essuyer une larme quand quelqu'un mentionnait la tragédie. Mais ses yeux brillaient de la fièvre du pouvoir absolu. « Etsi, Etsi » demanda l'avocat nerveusement, essuyant la sueur de son front avec un mouchoir. Le rapport de police dit qu'ils n'ont pas trouvé de corps complet, seulement des restes du véhicule. Éléonore le saisit par la cravate et le tira vers elle, l'obligeant à la regarder dans les yeux. « Écoutez-moi bien, imbécile. Je me suis assuré moi-même que ces freins ne fonctionnaient pas. J'ai vu moi-même comment ils manipulaient le système hydraulique. Cette voiture est tombée d'un ravin de 100 mètres et a ensuite explosé. Personne ne survit à ça, encore moins un homme mou avec 3 bébés pleurnichards. Ils sont morts. Et si par un miracle quelconque, l'un d'eux respire encore ?» Son regard dévia vers la fenêtre sombre qui donnait sur le jardin arrière, où la nuit cachait ses secrets. « Alors nous nous assurerons qu'il cesse de le faire avant l'aube. Dubois a des ordres stricts. Tirez d'abord, posez des questions ensuite. » L'avocat hocha la tête, pâle, et s'éloigna. Éléonore sourit, prit une autre coupe sur un plateau qui passait et porta un toast seul devant le miroir. « Santé, Alexandre. Merci de me laisser tout. Je promets de le dépenser rapidement. » Tandis qu'elle buvait le champagne froid, dehors, son beau-fils buvait la poussière du sol, luttant pour chaque seconde de vie. Le conflit urgent, le faisceau lumineux de la torche de Dubois, coupa l'obscurité comme un couteau, balayant les troncs des oliviers à seulement 20 mètres de nous. Le bruit de ses bottes lourdes, écrasant l'herbe sèche, s'approchait rythmiquement. Cric, crac, cric, crac. Chaque pas était un compte à rebours. Bougez. Je poussai le chariot de la blanchisserie jusqu'à le coller au mur dans l'ombre la plus dense. Alexandre me regarda depuis le sol. La douleur sur son visage était si intense qu'elle ressemblait à un masque de cire fondant. Il tenta de se hisser avec ses bras, mais sa jambe cassée pendait inerte, un poids mort qui l'ancrait à la terre. « Non, je ne peux pas », gémit-il en serrant les dents jusqu'à ce que j'entende le grincement de l'émail. Des gouttes de sueur froide lui coulaient sur le front, se mêlant au sang séché. C'est trop haut. Il n'y avait pas de temps pour la délicatesse. Pas de temps pour le protocole de monsieur et servante. Je m'agenouillai, le saisissant par les revers de sa veste déchirée. « Vous êtes un père !» lui grondai-je au visage en le secouant. « Vous n'avez pas le droit d'abandonner. Debout !» La mention de son devoir paternel alluma quelque chose en lui. Un feu primaire. Alexandre laissa échapper un rugissement étouffé, un mélange de colère et d'agonie, et usant d'une force qu'il ne devrait pas avoir, il se propulsa vers le haut. Je tirai sur lui, passant mes mains sous ses aisselles, ignorant l'odeur d'infection et de peur. Je le traînais jusqu'au bord du chariot en toile. Il allaitait comme un animal mourant. « Les enfants d'abord », balbutia-t-il, refusant d'entrer tant que ses enfants ne seraient pas en sécurité. Avec des mains tremblantes, mais rapides, je pris le premier bébé. Il pesait si peu, c'était comme tenir un oiseau blessé. Je le déposai au fond du chariot sur une pile de nappes sales qui sentèrent le vin rance et la sauce. Je pris le second, le troisième. Je les installai dans un coin, faisant un nid avec les tissus les plus doux que je pus trouver parmi la saleté. « Maintenant, vous » ordonnai-je. Alexandre s'accrocha au bord métallique du chariot. Ses phalanges étaient blanches. D'un effort titanesque, il souleva son torse et se laissa tomber dans le conteneur. L'impact lui arracha un cri que je réussis à étouffer en lui couvrant la bouche de ma propre main. « Chut, pour l'amour de Dieu, taisez-vous » le suppliai-je à l'oreille. Je sentis ses larmes chaudes mouiller ma paume. Sa jambe cassée avait heurté le fond du chariot. La douleur devait être aveuglante. « Pardon, pardon », murmurait-il en délirant,
se recroquevillant en position fœtale autour des 3 bébés pour les protéger de son corps. Ne les laissez pas nous trouver, Marie. Ne les laissez pas les toucher. La lumière de la torche éclaira le coin du mur à seulement 3 mètres. Rapidement, je commençai à jeter des serviettes sales, des uniformes de serveurs tachés de graisse et de vieux draps sur eux. Je couvris sa tête, je couvris leur corps, je couvris les bébés, je les ensevelis sous la crasse de la fête. Ne bougez pas, ne respirez pas. Si vous toussez, nous sommes morts, chuchotai-je à la montagne de linge sale. Je me retournai juste au moment où Dubois apparaissait au coin, avec la main sur son étui de pistolet. La lumière de sa torche me frappa directement au visage, m'aveuglant. « Halte là !» aboya Dubois. « Qui diable est là ?» Je levai les mains instinctivement, protégeant mes yeux. Mon cœur battait si fort contre ma poitrine que je craignis qu'il ne l'entende. « C'est moi, monsieur Dubois, Marie !» criai-je, feignant une indignation que je ne ressentais pas pour cacher la panique. « Vous m'avez presque aveuglé avec ça. » Dubois baissa légèrement la torche, la pointant maintenant vers ma poitrine, puis vers l'énorme chariot de blanchisserie à mes côtés. Il s'approcha lentement avec cette arrogance de brute que lui donnait l'uniforme. « Que faites-vous ici, Marie ? La fête est à l'intérieur. Personne ne doit être sur le périmètre. » « Ordre de madame. »« Et qui croyez-vous qui sort les poubelles de la fête ? » ?»« Vous ?» lui rétorquai-je, les mains sur les hanches. Ma voix sonna ferme. « Dieu merci. Le camion de la blanchisserie arrive dans 10 minutes. Je dois apporter ça à l'entrée de service où le gérant me retiendra la journée. Regardez comme c'est plein. Ces invités mangent et boivent comme des cochons. » Dubois s'approcha du chariot, en fit le tour en l'inspectant. Il donna un coup de pied à l'une des roues. Le chariot trembla violemment. Je retins mon souffle. « S'il vous plaît, qu'il ne pleure pas. S'il vous plaît, qu'Alexandre ne crie pas. » Du fond du chariot, sous les couches de tissu, on entendit un son, un léger craquement, comme une branche qui se brise ou un os qui bouge. Dubois s'arrêta net, inclina la tête. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda-t-il, portant de nouveau la main à son arme. La terreur me glaça les veines. Mon esprit se vida un instant. Je devais inventer quelque chose, tout de suite. « Quoi ?» dis-je en riant nerveusement. « Ah, les rats. Cet endroit est infesté depuis qu'ils ont coupé le budget de la fumigation. J'ai vu un de la taille d'un chat se faufiler entre les sacs il y a un instant. C'est pour ça que je suis pressé, monsieur Dubois. Je ne veux pas qu'il me monte sur les jambes. » Dubois me regarda avec dégoût, le nez plissé. « Maudits animaux !» murmura-t-il en relâchant un peu sa posture, mais il ne s'éloigna pas. Il s'approcha du chariot et souleva un coin d'un drap taché de vin rouge qui ressemblait à du sang. « Ça sent le pourri ici. C'est de la nourriture, du vin et du vomi d'ivrogne. Vous voulez vérifier ?» le défiai-je en saisissant une serviette imbibée de sauce foncée et en la lui tendant. « Tenez, aidez-moi à trier si la poubelle vous intéresse tant. » Le garde recula avec une grimace de répulsion, agitant la main devant son nez. « Enlevez-moi ça de la figure. Fichez le camp d'ici. Mais vite, si je vous vois rôder encore, je dirai à Éléonore que vous volez des couverts. »« Oui, monsieur. Merci, monsieur. » J'empoignai le guidon du chariot. Il pesait une tonne. Alexandre et les bébés ajoutaient près de 100 kilos au poids du linge. Je poussais de tout mon corps, mes bottes s'enfonçant dans la terre. Les roues grinçaient en protestant. J'avançais pas à pas, sentant le regard de Dubois planté dans mon dos. Chaque mètre était une agonie. Ne toussez pas, ne pleurez pas. Juste au moment où j'allais tourner vers l'entrée de service, le talkie-walkie de Dubois retentit avec un éclat de statique. « Dubois, venez au salon principal. Madame Éléonore perd patience. Un serveur a laissé tomber un plateau et elle veut que quelqu'un lui apprenne les bonnes manières. Terminé. Reçu. J'arrive, répondit Dubois. J'entendis ses pas s'éloigner rapidement vers l'entrée principale. Je relâchai l'air que j'avais retenu dans mes poumons jusqu'à ce que ma poitrine me fasse mal. Mes jambes tremblaient tellement que je dus m'appuyer sur le chariot pour ne pas tomber. « C'est passé, il est parti », chuchotai-je vers le linge sale, les larmes aux yeux. « Courage, monsieur Alexandre. Nous sommes presque à l'intérieur. » Mais il n'y eut pas de réponse de l'intérieur du chariot, juste le silence, un silence lourd et terrifiant. Je poussai le chariot avec une urgence renouvelée vers la rampe de service. En entrant dans la lumière fluorescente du couloir de la cuisine, j'écartai rapidement les premières couches de linge. Le visage d'Alexandre était gris, presque bleuté. Ses yeux étaient fermés. Sa tête tombait sur le côté, inerte. Les bébés dormaient sur sa poitrine, mais lui, il ne bougeait plus. « Monsieur Alexandre !» Je le secouai doucement. « Rien. » Il s'était évanoui de douleur. Ou pire. Je regardais l'horloge murale de la cuisine. Il restait 5 minutes avant qu'Éléonore ne signe les papiers. J'avais un homme mourant
et 3 héritiers illégitimes cachés dans un chariot de blanchisserie au milieu de la cuisine pleine de chefs hurlant des ordres pour le banquet. Un des cuisiniers se retourna et me vit là, pâle et en sueur. « Marie, qu'est-ce que vous faites là à gêner ?» cria le chef de cuisine, un homme gros et stressé. « Sortez cette poubelle d'ici. Nous avons besoin d'espace pour le dessert. »« Oui, chef, tout de suite, » dis-je en baissant la tête recouvrant Alexandre. Mon plan d'entrée avait fonctionné, mais maintenant j'étais piégé dans la gueule du loup. Si Alexandre ne se réveillait pas, s'il ne pouvait pas parler, je n'étais qu'une femme de ménage avec un cadavre dans un chariot. Je devais atteindre le salon principal. Je devais traverser tout le service, passer la sécurité interne et entrer dans la fête avant que l'avocat ne mette la plume dans la main d'Éléonore, et je devais le faire seul. Je poussais le chariot vers les portes battantes qui donnaient sur le couloir des invités. Le vrai danger venait de commencer. La révélation, le couloir de service était un fourmillement de chaos contrôlé, un monde à part du luxe silencieux du salon principal. Ici, l'air était saturé d'odeurs de sauce aux truffes, de viande rôtie et du stress aigre de 50 employés courant pour leur vie professionnelle. Je poussais le chariot de blanchisserie avec les phalanges blanches, sentant le poids mort d'Alexandre et des enfants tirer sur mes épaules comme si je portais des pierres. « Attention, stupide !» me cria un serveur qui passait en courant avec un plateau de verre vide. Nous faillîmes nous heurter. Le chariot vacilla dangereusement et l'une des roues avant, déjà endommagée par les mauvais traitements dans le jardin, laissa échapper un grincement métallique qui me sonna comme un coup de feu dans les tempes. « Pardon, pardon. Je vais à la blanchisserie », balbutiai-je en baissant la tête, essayant de me rendre invisible. Mon cœur cognait contre mes côtes avec une telle force que je craignais qu'on ne le voie à travers l'uniforme. Personne ne me prêta attention. Pour eux, j'étais une partie du mobilier, une ombre avec des gants jaunes. Mais je savais ce que je portais. Je portais le destin de cette famille, enterré sous des nappes tachées de vin et des serviettes sales. J'atteignis une petite alcôve latérale, un espace étroit entre la chambre froide et le cellier, où l'on rangeait les balais et les produits de nettoyage. C'était le seul endroit sans caméra. J'avais besoin d'une seconde. J'avais besoin de savoir si l'homme que je traînais était encore en vie. J'introduisis le chariot dans le renfoncement et fermai la porte, restant dans une pénombre à peine éclairée par la lumière qui filtrait sous le cadre. Mes mains tremblaient de manière incontrôlable tandis que j'arrachais les couches de linge sale. « Monsieur Alexandre », chuchotai-je en écartant une serviette humide de son visage. Ce que je vis me figea le cœur. Il était gris. Ses lèvres avaient une teinte bleutée et ses yeux bougeaient rapidement sous ses paupières closes. Il brûlait de fièvre. L'infection de sa jambe se propageait dans son sang plus vite que nous ne l'avions estimé. « Non, ne mourrez pas maintenant. Ne me faites pas ça », le suppliai-je en le tapotant doucement sur la joue, salissant sa peau de ma propre sueur. « Réveillez-vous !» Les bébés, miraculeusement, continuaient de dormir, blottis contre la chaleur fébrile de leur père, drogués par l'épuisement et la faim. Ils étaient si petits, si fragiles. Si Alexandre mourait ici dans ce placard à balai, je n'aurais aucun moyen de les sauver. Éléonore nous détruirait tous. Alexandre laissa échapper un gémissement étouffé et ouvrit brusquement les yeux. Il ne me reconnut pas au début. Ses pupilles étaient dilatées, noires, engloutissant le vert de son iris. Il m'attrapa le poignet avec une force surprenante, une griffe de désespoir. « Les freins, Éléonore, non !» cria-t-il dans un chuchotement rauque, tentant de se redresser, revivant l'accident. « Chut, c'est moi, c'est Marie. Nous sommes à l'intérieur. Nous sommes dans la cuisine, lui dis-je en le retenant par les épaules pour qu'il ne renverse pas le chariot. Vous êtes en sécurité pour l'instant. Il cligna des yeux, la réalité s'infiltrant lentement à travers son délire. Il regarda les enfants sur ses genoux, les compta du regard. 1, 2, 3. Puis il s'effondra en arrière contre la toile sale, exhalant un air qui sentait la maladie. La cuisine, murmura-t-il. Sa voix était comme du papier de verre. Quelle heure est-il, Marie? J'ai besoin de savoir l'heure. Je regardais ma montre bracelet en plastique bon marché. Il est 21h15. La réaction d'Alexandre fut électrique. La panique transforma son visage, lui donnant une énergie qu'il ne devrait pas avoir. Il tenta de sortir du chariot, mais ses jambes ne répondirent pas. Non, c'est tard. Trop tard, allaita-t-il en se serrant la poitrine. À 21h30, le notaire Morin va certifier mon décès légal. Nous le savons, monsieur. Ils vont signer l'héritage. C'est pour cela que nous sommes ici. Ce n'est pas seulement l'héritage, m'interrompit-il, ses yeux injectés de sang fixés sur les miens avec une intensité terrifiante. Écoute-moi bien, il ne s'agit pas seulement de l'argent. Il y a une clause dans le fonds fiduciaire de mon père.
Si je meurs sans héritier reconnu, la propriété des terres passe automatiquement à une société anonyme étrangère. Il toussa violemment, se couvrant la bouche pour ne pas faire de bruit. Quand il retira sa main, je vis une tache de sang frais. « Éléonore ne va pas garder la maison, Marie, » continua-t-il, parlant vite, de manière précipitée. « Elle a déjà tout vendu. Elle a vendu le domaine, les oliviers, les maisons des travailleurs. Elle a tout vendu à une entreprise de construction industrielle. À 22, si ces papiers sont signés, les bulldozers entreront. Ils vont tout démolir. Ta maison, le village, le cimetière où repose ma mère. Tout disparaîtra demain à l'aube. » La révélation me frappa à l'estomac. Ce n'était pas seulement une lutte pour la fortune d'un riche, c'était aussi ma maison. C'étaient les maisons de mes parents, de mes voisins. Éléonore ne voulait pas être la reine du domaine. Elle voulait encaisser le chèque et mettre le feu au royaume. Cette femme est le diable, chuchotai-je, sentant une nausée froide. Pire, dit Alexandre en fermant les yeux à cause de la douleur de sa jambe. Elle a besoin que nous soyons morts pour encaisser l'assurance vie de l'entreprise. Ces millions sont son paiement final. Si ce papier est signé à 20 et 30, je cesse d'exister légalement et mes enfants deviennent des dommages collatéraux qu'elle peut éliminer sans que personne ne pose de questions. Il me regarda de nouveau, et je vis des larmes d'impuissance couler sur son visage sale. Je ne peux pas marcher, Marie. Je ne sens plus mes jambes. Je suis fini. Tu dois y aller. Tu dois entrer dans le salon et crier. Dis-leur que je suis là. Dis-leur d'arrêter. Je secouais frénétiquement la tête. Moi, qui va me croire? Je suis la femme de ménage, monsieur. Si j'entre là-bas en criant, Dubois me battra avant que je ne puisse dire un mot. Ils diront que je suis folle, que je suis ivre. Personne n'écoute les gens d'en bas. Alors, nous sommes morts, murmura-t-il en laissant tomber sa tête, vaincu. Le silence dans le petit placard à balai fut lourd, suffocant. Je pouvais entendre la musique de l'orchestre filtrer à travers les murs. Une mélodie joyeuse qui se moquait de notre malheur. Je regardais mes mains. Je portais encore un gant jaune, des mains de travailleuse, des mains qui avaient frotté les sols de ce château pendant 10 ans. Je connaissais chaque fissure, chaque secret de cette maison. Et maintenant, j'avais entre mes mains la poubelle la plus précieuse du monde. Une fureur froide, différente de la peur, commença à monter dans ma gorge. Non, dis-je. Ma voix sonna étrange, dure. Alexandre ouvrit un œil en me regardant. Je n'irai pas seul, lui dis-je en le recouvrant de nouveau avec les draps sales, mais cette fois avec soin, laissant un espace stratégique pour qu'il puisse respirer. Nous allons y aller tous les 5, vous, moi et les enfants. Marie, je ne peux pas marcher, protesta-t-il faiblement. Vous n'avez pas besoin de marcher, monsieur. Vous avez juste besoin d'être en vie. Je serai vos jambes. Je pousserai ce chariot jusqu'en enfer s'il le faut. Mais vous devez me promettre une chose. Je m'approchai de son visage, à quelques centimètres du sien, ignorant les barrières sociales qui nous avaient toujours séparés. Quand j'ouvrirai ces portes, quand je renverserai ce chariot au milieu de votre élégante fête, vous devrez vous lever, ne serait-ce qu'une fois, ne serait-ce que la dernière chose que vous fassiez. Vous devrez vous lever et regarder cette sorcière dans les yeux. Pouvez-vous le faire? Alexandre me regarda, vit la détermination dans mes yeux. Il vit que je ne lui demandais pas la permission, mais que je lui donnais un ordre. Il déglutit, hocha lentement la tête, et sa main chercha la mienne sous le linge sale. Il serra mes doigts. « Je le ferai », jura-t-il. « Même si mes os restants se brisent, je le ferai. » Bien, je me redressai, lissai mon tablier et remis l'autre gant. Alors, nous allons leur gâcher la fête. L'action transformatrice, je sortis du placard à balai, poussant le chariot avec une violence nouvelle. Je ne me cachais plus. Je n'essayais plus d'être invisible. J'étais maintenant une locomotive. Mes bottes frappaient le sol carrelé avec une détermination militaire, le couloir qui reliait la cuisine au grand salon. Il était long, décoré de tapis persans qui amortissaient le son des roues, mais augmentaient la résistance. Le chariot pesait des horreurs. Mes bras brûlaient, mes poumons réclamèrent de l'oxygène, mais l'adrénaline était un puissant carburant. « Hé, vous !» Une voix aiguë m'arrêta net juste avant les doubles portes en chêne qui donnaient sur le hall principal. C'était Madame Geneviève, la gouvernante. Une femme amère, loyale à Éléonore jusqu'à la moelle, vêtue d'une robe noire sévère et d'un trousseau de clés qui tintaient comme des chaînes de forçat. Elle se planta au milieu du couloir, me barrant le passage, les bras croisés. « Où croyez-vous aller avec ça, Marie ?» demanda-t-elle en me regardant de haut en bas avec ses petits yeux méfiants. « La sortie de service est de l'autre côté. Vous salissez le bon tapis. J'ai des ordres directs, mentis-je sans m'arrêter, poussant le chariot vers elle, espérant qu'elle s'écarterait. Mais Geneviève ne bougea pas. Elle posa une main sur le bord du chariot,
le freinant. Ordre de qui? Madame Éléonore a dit qu'elle ne voulait voir personne du service dans cette zone, et encore moins avec un chariot de linge sale qui empeste. Geneviève fronça le nez et se pencha vers le chariot. « Ça sent la mort là-dedans. Qu'est-ce que vous transportez ?» Mon cœur s'arrêta. Si elle soulevait le drap, tout était fini. Elle crierait, appellerait Dubois. « C'est un animal mort que nous avons trouvé dans le jardin, » improvisai-je, sachant que son dégoût serait mon meilleur allié. Un chien errant. Madame a dit de le sortir par ici pour que les invités ne le voient pas par la fenêtre de la cuisine. Geneviève recula d'un pas, horrifiée, mais sa loyauté envers les règles était plus forte que sa répulsion. « Mensonge! Madame ne permettrait jamais ça. Ouvrez ça, je veux voir. » Sa main se dirigea vers le drap qui couvrait la tête d'Alexandre. Je ne réfléchis pas. Ce fut l'instinct pur. Je lâchai le guidon du chariot d'une main. J'attrapai le bras de Geneviève avant qu'elle ne puisse toucher le tissu et la tirai vers moi d'un coup violent. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Jamais, en 30 ans, une employée ne l'avait touchée. « Écoutez-moi, vieille sorcière », lui chuchotai-je, mon visage à quelques centimètres du sien, laissant échapper toute la rage accumulée par des années d'humiliation. « Si vous touchez ce chariot, je vous jure sur la mémoire de ma mère que je vous arrache les yeux. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe ce soir, mais si vous vous mettez en travers de mon chemin, vous allez couler avec Éléonore. » Je la repoussai. Geneviève trébucha sur ses propres talons et tomba assise sur le tapis, haletant comme un poisson hors de l'eau, trop étourdi pour crier. « Osez me suivre !» la défiai-je. Je repris le chariot et me mis à courir. Le bruit n'importait plus rien n'importait. J'atteignis les immenses doubles portes du salon des miroirs. Je pouvais entendre la voix amplifiée d'Éléonore à travers le bois. Elle prononçait son discours. « Et bien que la douleur de la perte de mon cher beau-fils soit immense, disait-elle avec cette voix fausse et mielleuse qu'elle répétait devant le miroir, nous devons regarder vers l'avenir, un avenir brillant pour ces terres. C'est pourquoi je veux signer devant vous cet engagement de... » Je regardais le chariot, imaginais Alexandre à l'intérieur, serrant les dents, se préparant. Imaginez les bébés innocents dormant sur la poitrine de leur père mourant. Je pris une inspiration, une bouffée profonde qui remplit mes poumons de courage. « Tenez bon, monsieur !» chuchotai-je. Je reculai de 2 pas pour prendre de l'élan. Maintenant, je me lançai contre les portes avec tout le poids de mon corps et l'inertie du chariot. L'explosion fut magnifique. Les doubles portes s'ouvrirent en grand, claquant contre les murs avec un bang-foi qui résonna comme un coup de tonnerre. Le chariot de blanchisserie entra en flèche dans le salon, roulant sur le sol de marbre poli, glissant sans contrôle jusqu'à s'arrêter juste au centre de la piste de danse, sous l'immense lustre de cristal. La musique s'arrêta. Les conversations moururent. 100 têtes se tournèrent en même temps. Éléonore était sur l'estrade, la plume d'or à la main, sur le point de signer le document que tenait le notaire. Elle resta figée, la bouche ouverte, regardant la montagne de linge sale qui venait d'envahir son moment de gloire. J'entrai derrière le chariot, la poitrine allaitante, les cheveux en désordre et l'uniforme taché de terre et de sang séché. Je me tins près du chariot, seul contre le monde. Sans père Dieu me regardait avec mépris, confusion et dégoût. « Que signifie ceci ?» cria Éléonore. Sa voix brisa le silence tendu. Elle descendit les marches de l'estrade, furieuse, le visage déformé par la colère. « Sécurité. Sortez cette folle d'ici, Dubois. » Dubois apparut par une porte latérale, courant vers moi, la main sur son arme. « Personne ne bouge !» criai-je, ma voix résonnant dans le salon avec une autorité que je ne me connaissais pas. Je levai une main, désignant Éléonore. « Cette femme est une meurtrière !» Le murmure de la foule fut comme le bourdonnement d'un essaim. « Sortez-la !» hurla Éléonore, perdant le contrôle. « Elle est ivre! Jetez-la dans la rue !» Dubois était à 5 mètres de moi. Je n'avais pas le temps. Je regardais le chariot. C'était le moment. « Sortez, monsieur Alexandre !» criai-je de toutes mes forces. « Qu'il voie ce qu'elle a fait. » Je saisis le bord du chariot et, avec un cri d'effort, le renversai sur le côté. La montagne de linge sale se déversa sur le sol de marbre impeccable. Draps, serviettes, uniformes. Et au milieu de tout cela, roulant parmi les ordures, il apparut. Alexandre tomba au sol avec un bruit sec, protégeant les bébés de ses bras. Le silence dans la pièce se transforma en un vide absolu. Personne ne respirait. Lentement, douloureusement lentement. Alexandre bougea. Il laissa échapper un gémissement qui s'entendit jusqu'au dernier recoin du salon. Il appuya une main ensanglantée sur le sol blanc, laissant une marque rouge brillante, une signature de vie au milieu de la propreté de la mort. Il leva la tête. Son visage était couvert de crasse, de sang et de sueur,
mais ses yeux verts brillaient d'un feu terrible. Éléonore lâcha la plume. Le bruit de l'or frappant le sol fut le seul son dans la pièce. Son visage devint de la couleur de la cendre. Elle recula, heurtant le notaire, secouant la tête comme si elle voyait le diable lui-même. « Impossible !» murmura-t-elle, et le microphone qu'elle portait encore à sa boutonnière amplifia sa terreur pour que tout le monde l'entende. Alexandre s'appuya sur son bras. Il avait du mal à respirer, mais il tint sa promesse. Il se leva, d'abord un genou, puis l'autre, traînant sa jambe cassée. Il resta là, titubant, un spectre surgit de la tombe, serrant contre sa poitrine les 3 héritiers qui étaient censés avoir cessé d'exister. Les bébés, réveillés par le choc, commencèrent à pleurer, le son de la vie. 3 pleurs puissants qui brisèrent le sort. Alexandre regarda sa belle-mère. Il ne cria pas, ce n'était pas nécessaire. Sa voix, brisée et faible, coupa l'air comme une sentence judiciaire. « Ne signez rien, Éléonore, dit-il, et chaque mot fut un clou dans son cercueil. Je ne suis pas encore mort. » Le déni désespéré, l'écho de la voix d'Alexandre, brisée et caverneuse, rebondit sur les murs recouverts de soie du salon. Mais le silence qui suivit fut encore plus assourdissant. C'était un silence dense, lourd, comme l'air avant un ouragan. Les invités, une collection de costumes sombres et de robes de créateurs, formaient un cercle de statues horrifiées autour de la scène dantesque qui venait de profaner leur fête. Au centre du marbre immaculé, la tache de saleté s'étendait. Alexandre, à genoux, tremblait violemment. Son effort pour se lever avait consommé sa dernière réserve d'énergie, et maintenant il restait debout seulement par la force de volonté d'un père qui sait que s'il tombe, ses enfants meurent. Les 3 bébés, réveillés par le chaos, pleuraient avec une puissance déchirante, leurs petits poumons criant la vérité qu'Éléonore voulait enterrer. Éléonore réagit la première. Son cerveau, entraîné à la manipulation et à la cruauté, chercha désespérément une issue. Elle ne pouvait pas la réalité, pas devant les investisseurs, pas devant le notaire qui tenait l'avenir de sa fortune dans une plume suspendue en l'air. « Sécurité !» cria-t-elle de nouveau, mais cette fois sa voix se brisa, aiguë et stridente, révélant la panique qui la rongeait. « Sortez ce mendiant d'ici. C'est un imposteur. » Elle descendit les marches de l'estrade, trébuchant presque sur sa propre robe de soirée, désignant Alexandre d'un doigt accusateur qui tremblait comme une feuille au vent. « Regardez-le !» cria-t-elle aux invités, se retournant sur elle-même, cherchant des alliés avec des yeux écarquillés. « Croyez-vous que cet animal sale est mon beau-fils? Alexandre est mort. Nous l'avons enterré. C'est une blague macabre. C'est un acteur payé par la concurrence pour ruiner l'affaire. » Dubois, le chef de la sécurité, se fraya un chemin parmi la foule en bousculant un serveur. Son visage était un masque de fureur contenue. Il savait que sa tête était aussi en jeu. Si Alexandre parlait, s'il racontait l'histoire des freins, Dubois irait en prison à vie. « En arrière !» aboya Dubois, dégainant sa matraque télescopique avec un claquement métallique qui glaça le sang des personnes présentes. « À terre, personne ne bouge !» Je m'interposai entre lui et Alexandre. Mon uniforme de servante était taché de graisse, d'huile de moteur et de sang. Mes cheveux s'étaient échappés de la queue de cheval et tombaient sur mon visage, mais je ne m'étais jamais sentie aussi forte. J'attrapais une bouteille de champagne sur une table voisine. La brisai contre le bord de la table, éteint le goulot de verre dentelé comme un couteau. « Si vous faites un pas de plus, je vous ouvre la gorge, Dubois !» lui criai-je. Ma voix n'était pas celle de l'employé de maison qui baissait la tête. C'était la voix d'une lionne défendant sa portée. « Touchez-le, et je jure que je vous tuerai, vous-même !» Les invités laissèrent échapper un cri collectif. La haute société n'était pas habituée à voir la domesticité armée et prête à tuer. « Elle est folle !» cria Éléonore, s'approchant de Dubois, le saisissant par le bras. « Tirez-lui dessus. Ils sont dangereux, ils ont des armes. Protégez les invités. » Dubois hésita. Il regarda les centaines de témoins, regarda les téléphones portables qui commençaient à s'élever, filmant la scène. Il ne pouvait pas tirer sur une femme et un homme blessés avec des bébés dans les bras devant l'élite de la ville sans conséquence. Mais le désespoir d'Éléonore était contagieux. « Faites-le » siffla-t-elle à l'oreille de Dubois. « Je vous paie le double, le triple. Sortez-les d'ici et achevez-les derrière. » Alexandre, du sol, leva la tête. Le sang lui coulait du nez sur les couvertures blanches des triplés. « Non, ce n'est pas un acteur », croissa-t-il en regardant directement le notaire. Maître Bertrand, un homme âgé et respectable qui avait servi son père. « Maître Bertrand, regardez-moi. C'est moi, Alexandre. » Le notaire abaissa ses lunettes, pâle comme un drap. Il fit un pas hésitant en avant, ignorant les cris d'Éléonore. « Ne vous approchez pas, Bertrand.
ordonna Éléonore, en se mettant au milieu. Il sent l'alcool, c'est un ivrogne qu'ils ont ramassé dans la rue. Mais Alexandre ne s'arrêta pas. D'une main tremblante, il écarta ses cheveux sales de son front, révélant une ancienne cicatrice en forme de croissant au-dessus de son sourcil gauche. L'accident de cheval quand il avait 10 ans. C'est toi qui m'as offert le premier poulain, chuchota Alexandre, plantant ses yeux dans le vieil homme. C'est toi qui as rédigé le testament de mon père dans cette même pièce. Maître Bertrand s'arrêta net. La coupe de vin que quelqu'un tenait près tomba au sol et se brisa. « Mon Dieu !» murmura le notaire, portant une main à sa bouche. « C'est lui !» La confirmation tomba comme une bombe. Le murmure de la salle se transforma en clameur. « Il est vivant, c'est Alexandre. Appelez une ambulance !» Éléonore vit son château de cartes s'effondrer en temps réel. Le déni ne servait plus. Maintenant, il ne restait que la violence pure. Son visage se transforma. Le masque de la veuve affligée tomba, laissant voir la grimace de haine pure qu'elle avait cachée pendant des années. « Je me fiche de qui il est !» cria-t-elle, perdant totalement son sang-froid, sa voix déchirant l'élégance du salon. « C'est ma maison. Je suis la propriétaire légale jusqu'à preuve du contraire. Dubois, sortez cette poubelle de ma propriété maintenant. C'est une intrusion, Dubois. » Voyant qu'il n'avait pas d'autre issue, Dubois se jeta sur nous. Il n'utilisa pas le pistolet, mais leva la matraque avec l'intention de briser des os. « Attention !» criai-je, en me jetant en avant. Je ne pensais pas, je ne calculais pas, j'agissais simplement. La tranchée de marbre. Le coup de matraque de Dubois était dirigé vers la tête d'Alexandre, un coup d'exécution destiné à le faire taire pour toujours. Mais mon corps fut plus rapide que sa méchanceté. Je me jetai sur Alexandre et les bébés, les couvrant de mon dos. L'impact fut brutal. La barre d'acier frappa mon épaule droite avec un craquement sec qui me coupa le souffle et me fit voir des étoiles. La douleur fut un éclair blanc qui parcourut ma colonne vertébrale, mais je ne criai pas. Je mordis ma lèvre jusqu'au sang pour ne pas effrayer davantage les enfants. Je tombai sur eux, devenant un bouclier humain de chair et d'os. « Marie !» cria Alexandre, tentant de me protéger avec ses bras faibles. Dubois leva le bras pour frapper de nouveau, aveuglé par la fureur et la peur. « Ça suffit !» Une voix tonitruante arrêta le second coup en l'air. Ce n'était pas la police, c'était Monsieur Roger, le plus grand investisseur de la région, un homme corpulent de 70 ans, réputé pour être implacable en affaires, mais droit comme un chêne. Il sortit de la foule et saisit le bras de Dubois en l'air avec une force surprenante. « Vous êtes dément, homme !» rugit Monsieur Roger, repoussant le garde. « Vous frappez une femme et des enfants. » Dubois trébucha en regardant autour de lui. Le sort de la peur était brisé. D'autres hommes, des invités qui buvaient du champagne il y a un instant, firent un pas en avant, formant un mur protecteur entre nous et la sécurité d'Éléonore. La moralité fondamentale avait supplanté la peur sociale. « Appelez la police !» cria l'épouse du maire depuis le fond. « Et un médecin, ils sont en train de mourir. » Éléonore, voyant qu'elle perdait le contrôle physique de la salle, courut vers la table où reposaient les documents de la vente. Ses mains étaient des griffes. Elle saisit la plume d'or. « La signature !» murmurait-elle à elle-même dans un état de psychose totale. « Si je signe avec la date d'hier, c'est valide. Si je signe, c'est à moi. » Le notaire, Maître Bertrand, réagit avec une rapidité qui démentait son âge. Il posa sa main sur les documents, les écrasant contre la table. « Vous ne toucherez pas à ces papiers, madame », lui lança-t-il en les retirant de sa portée. « L'héritier est vivant. » Le processus s'arrête immédiatement. « Signez-le, vieil idiot !» hurla Éléonore en giflant le notaire au visage. Le son de la gifle résonna, pathétique et désespéré. Elle tenta de lui arracher les papiers, déchirant l'une des feuilles dans le processus. Pendant ce temps, au sol, la bataille était pour la survie. Je me redressais avec difficulté. Mon épaule, frappée par Dubois, lançait une douleur aiguë qui me donnait le vertige. Alexandre s'était de nouveau effondré, les yeux révulsés. « Monsieur Alexandre !» Je le secouais. Il brûlait. Sa peau était brûlante au toucher. « La jambe !» murmura une femme qui s'était agenouillée à nos côtés. C'était une doctoresse invitée à la fête. Elle avait déchiré le pantalon d'Alexandre pour voir la blessure. L'odeur de gangrène frappa les curieux, les faisant reculer avec des hauts le cœur. La jambe d'Alexandre était une carte de l'horreur, noire, enflée, avec des lignes rouges d'infection montant vers l'aine. « Mon Dieu !» dit la doctoresse, horrifiée. « Il a une septicémie avancée, il a besoin d'un hôpital maintenant, où il mourra en moins d'1 heure. » « Non !» Le cri d'Alexandre nous surprit tous. Il ouvrit les yeux, luttant contre l'inconscience. « Ne me prenez pas mes enfants, Éléonore, elle les tuera !»
Il s'accrochait au bébé avec une telle force que ses phalanges étaient bleues. Même au bord de la mort, son instinct paternel était plus fort que l'infection qui dévorait son sang. « Personne ne touchera à vos enfants, monsieur, » lui dis-je, caressant son front en sueur, pleurant ouvertement. « Je les ai. Je les garde. » Éléonore, vaincue par le notaire et entourée par les regards de jugement de ses propres invités, eut un dernier spasme de pure méchanceté. Elle vit que tout était perdu, l'argent, le domaine, sa réputation. Si elle ne pouvait pas l'avoir, personne ne l'aurait. Ses yeux se posèrent sur l'une des grandes bougies décoratives qui illuminaient l'estrade. D'un mouvement rapide, elle saisit le lourd chandelier d'argent. « Si ce n'est pas à moi, ce n'est à personne !» cria-t-elle. Et elle ne courut pas vers la sortie, elle courut vers nous. La foule s'écarta en criant. Éléonore leva le chandelier au-dessus de sa tête, prête à écraser ce qui restait d'Alexandre et de sa descendance dans un acte final de folie. « Attention !» cria M. Roger. Mais j'étais plus proche. La douleur de mon épaule disparut, remplacée par une injection d'adrénaline froide. Je ne me levais pas. Du sol, je tournais mon corps et lançais un coup de pied avec ma botte de travail directement au genou d'Éléonore. Le craquement fut satisfaisant. Éléonore cria et tomba à plat ventre au sol, le chandelier roulant loin, frappant le marbre avec un fracas métallique. Elle rampa, tentant de se relever. Mais j'étais déjà sur elle. J'oubliais que j'étais la servante. J'oubliais les années de silence. Je l'attrapais par ses cheveux parfaits, tirant sa tête en arrière, l'obligeant à me regarder. « Touchez un cheveu de ses enfants et je vous tue de mes propres mains », lui rugis-je au visage. Éléonore me regarda, et pour la première fois de sa vie, je vis une peur réelle dans ses yeux. Peur de moi, de la personne sans importance, de la femme de ménage. « Lâche-moi, sale !» tenta-t-elle de cracher, mais l'air lui manquait. « Vous êtes finie, Éléonore !» lui dis-je, et la poussai contre le sol, la maintenant immobilisée avec mon genou sur son dos. À ce moment-là, le son des sirènes inonda l'ambiance. Des lumières bleues et rouges commencèrent à rebondir sur les hautes fenêtres du salon. La police. Je me tournai vers Alexandre. La doctoresse lui prenait le pouls avec une expression de préoccupation extrême. Les bébés pleuraient dans les bras de l'épouse du maire qui les berçait avec tendresse. « Ils sont arrivés, monsieur », chuchotai-je à Alexandre, bien que je ne sache pas s'il pouvait m'entendre. « Les bons sont arrivés ». Alexandre tourna légèrement la tête vers moi. Un sourire faible, à peine une esquisse apparut sur ses lèvres gercées. « Merci, maman », murmura-t-il, confondant le passé et le présent ou peu, être me donnant le titre que j'avais gagné cette nuit-là, avec du sang et de la sueur. Ses yeux se fermèrent, et sa main, qui avait cherché la mienne, tomba inerte sur le marbre froid. « Code rouge !» cria la doctoresse. « Nous le perdons. J'ai besoin d'espace. » Le chaos éclata de nouveau, mais cette fois, c'était un chaos de salut. Les ambulanciers entrèrent en courant avec le brancard, bousculant les invités millionnaires comme s'ils étaient des obstacles. Je restais là, agenouillé au sol, ma robe tachée de sang étranger et du mien, voyant emmener l'homme que j'avais appris à aimer en une nuit de terreur. Dubois avait disparu par la porte arrière, fuyant comme le rat qu'il était. Éléonore pleurait de rage, sous la garde de 2 investisseurs qui ne la laissaient pas bouger. Je regardais mes mains, retirais le dernier gant de caoutchouc jaune, maintenant déchiré et sale, et le laissais tomber sur les documents de vente déchirés. Le nettoyage était terminé. Maintenant commençait la justice. La lutte pour le dernier souffle, le son aigu et continu du moniteur cardiaque portable coupa l'air du salon comme un couteau de glace. Un long bip plat, le son de la mort. « Il est en arrêt !» cria le chef des ambulanciers, un jeune homme au gilet trempé de sueur, déchirant la chemise sale d'Alexandre, faisant sauter les boutons sur le sol de marbre. « Pas de pouls! Préparez les palettes !» J'étais agenouillé à ses côtés, ignorant la douleur lancinante dans mon épaule, ignorant le sang qui tachait mon tablier. Mes mains, encore tremblantes d'adrénaline, cherchaient son visage, caressant son front glacé. « Non !» criai-je, ma voix se déchirant. « N'osez pas mourir maintenant, monsieur. Pas après tout ça. » Respirez. « S'il vous plaît. Respirez. » La doctoresse invitée qui continuait d'aider pressait fortement la blessure de sa jambe pour arrêter l'hémorragie, mais le sang noir de l'infection continuait de s'écouler. « Il est en choc septique !» cria-t-elle à l'ambulancier. « Sa tension est au plus bas. Il faut de l'épinéphrine maintenant. » Éléonore, retenue par 2 officiers de police qui venaient d'entrer armes au poing, profita du chaos pour tenter une dernière manœuvre désespérée. Elle se tordit comme un serpent, criant par-dessus le bruit des équipements médicaux. « Laissez-le mourir !» cria-t-elle, les yeux écarquillés, crachant de la salive. « C'est mieux pour tout le monde. Sylvie, l'entreprise s'effondre. Officier,
Lâchez-moi. Je suis la propriétaire de cette maison. » Cette femme me désigna du doigt. Elle l'a empoisonné. Je l'ai vu. Un officier plus âgé, au visage buriné et peu enclin à supporter les bêtises de riches, lui serra fortement les menottes. « Taisez-vous, madame, » lui ordonna-t-il. « Vous avez le droit de garder le silence, et je vous suggère de commencer à l'utiliser dès maintenant. Vous êtes arrêté pour tentative d'homicide et fraude. Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez, » hurla Éléonore, en tentant de lui donner un coup de pied dans le tibia. « Je vais faire en sorte qu'on vous renvoie. J'appellerai le préfet. Chargé à 200, » cria l'ambulancier, ignorant le drame policier. « Dégagez !» On me poussa en arrière. Je vis le corps d'Alexandre s'arquer violemment contre le sol lorsque la décharge électrique traversa sa poitrine. Il retomba, inerte, comme une poupée cassée. Le bip continu était toujours là. « Pi, rien !» cria l'ambulancier. « Encore ! Montez à 300. Allez, homme, ne partez pas. » Je regardais de côté, désespéré. Les triplés. Il fallait qu'il les entende. Si son âme quittait son corps, il devait entendre la seule chose qui le rattachait à la terre. Je courus vers l'épouse du maire, qui tenait 2 des bébés, tandis qu'une serveuse tenait le 3e. Je les lui arrachai des bras avec une force qui les effraya. « Donnez-les-moi » leur criai-je. « Mais ils sont sales, ils ont besoin de lait » protesta la femme. « Ils ont besoin de leur père. » Je chargeai les 2 bébés, les serrant contre ma poitrine, et me jetai au sol à côté de la tête d'Alexandre, juste au moment où l'ambulancier préparait la 2e décharge. J'approchai les enfants de son oreille. « Pleurez !» suppliai-je les bébés, pinçant doucement leurs petites jambes pour les provoquer. « Criez, appelez papa !» Les enfants, sentant mon angoisse et le chaos autour, laissèrent échapper un cri puissant, un chœur de vie désespérée. « Écoutez-les, monsieur Alexandre !» lui criai-je à l'oreille. « Ils seront seuls. Si vous partez, ils seront seuls avec les loups. Battez-vous !»« Dégagez !» ordonna l'ambulancier. Boum ! Le corps sauta de nouveau. Le silence dura une seconde éternelle et puis... Bip! Le moniteur reprit vie avec un rythme erratique mais présent. Alexandre laissa échapper une bouffée d'air rauque comme s'il revenait de se noyer au fond de la mer. Ses yeux s'ouvrirent d'1 millimètre, vitreux, perdus, mais vivants. « Nous avons un rythme !» s'exclama le médecin en essuyant la sueur de son front avec l'avant-bras. « Stabilisez-le, vite à l'ambulance, nous perdons du temps. » On le monta sur le brancard avec des mouvements précis et rapides. Je me levai en titubant, les bébés toujours dans mes bras. Je sentis une main sur mon épaule. C'était Monsieur Roger, l'investisseur. « Allez avec lui », me dit sa voix grave, pleine de respect. « Nous nous occupons de cette sorcière pour qu'elle ne sorte pas d'ici. » J'acquiesçai sans pouvoir parler. Je courus derrière le brancard alors qu'on le sortait du salon. En passant devant Éléonore, elle me regarda. Il n'y avait plus de fureur dans ses yeux. Seulement une terreur froide et absolue. Elle savait que le son de ce cœur battant était le son de sa sentence de prison. « Ce n'est pas fini, Marie », chuchota-t-elle, vénéneuse jusqu'à la fin. Je m'arrêtai une seconde, la regardant de haut avec la dignité qu'elle n'aurait jamais. « C'est fini, Éléonore, et vous avez perdu. » Je sortis à l'air frais de la nuit où les lumières tournantes des ambulances et des patrouilles peignaient les oliviers de bleu et de rouge. On installa Alexandre à l'arrière de l'unité de soins intensifs. J'essayais de monter, mais un policier me bloqua le passage du bras. « Désolé, madame. Seuls les membres directs de la famille. C'est le protocole. Il y a une enquête criminelle en cours. Je suis sa famille, » criai-je hystérique. Je l'ai sorti du trou. J'ai sauvé ses enfants. « Madame, s'il vous plaît, comprenez, » commença l'officier. « Laissez-la monter. » La voix venait de derrière. C'était le notaire, maître Bertrand, qui avait couru après nous, les papiers à la main. « Je suis l'avocat légal de la famille. Cette femme a la garde temporaire fois de facto fois des mineurs et est le seul témoin clé qui peut maintenir le patient calme. Si elle ne monte pas, il s'agite. Et s'il s'agite, vous devrez expliquer au juge pourquoi le témoin principal est mort pendant votre service. » Le policier regarda le notaire, regarda mon visage couvert de terre et de larmes et finalement baissa le bras. « Allez-y, mais ne touchez à rien. » Je montai dans l'ambulance, m'installant sur la banquette latérale avec les 3 bébés. Les portes se fermèrent, nous isolant du bruit de la fête, ne nous laissant que le son des moniteurs et la respiration forcée d'Alexandre. Il tourna légèrement la tête vers moi. Le masque à oxygène lui couvrait la bouche, mais ses yeux me cherchaient. Il tendit une main pleine de perfusion et de cathéter. Je la pris. Elle était froide, mais serrée. « Marie », réussit-il à articuler sous le plastique. « Je suis là, monsieur. Nous sommes tous là. Reposez-vous, le pire est passé. »
L'ambulance démarra avec un fracas de sirène, accélérant vers la route principale. Mais mon esprit n'était pas tranquille. Il manquait quelque chose. Il manquait quelqu'un. Dubois. L'homme qui savait où étaient enterrés les secrets. L'homme qui avait fui. Tant qu'Éléonore serait emprisonnée, elle resterait dangereuse, mais sans Dubois. Son témoignage pourrait être rejeté comme de la folie. Nous avions besoin de l'exécuteur. Je regardais par la vitre arrière de l'ambulance vers le château qui s'éloignait. « Attrapez-le, s'il vous plaît, attrapez-le », priai-je à voix basse. La chasse et la preuve, tandis que l'ambulance se perdait dans la nuit, sur les terres du château, une autre bataille se déchaînait, plus silencieuse, mais tout aussi brutale. Dubois n'était pas stupide. Il savait qu'au moment où Alexandre apparut vivant, sa vie telle qu'il la connaissait était terminée. Il n'attendit pas de voir l'arrestation d'Éléonore. Dès qu'il vit M. Roger intervenir, il se glissa dans l'ombre du couloir de service, profitant de sa connaissance des angles morts des caméras qu'il avait lui-même installées. Il courut vers le garage privé situé à environ 200 mètres de la maison principale. C'est là qu'il gardait son plan d'évasion, une moto de forte cylindrée et un sac à dos avec de l'argent et de faux passeports, un cadeau d'Éléonore pour ses services spéciaux. Il arriva au garage en haletant, la chemise de son uniforme déboutonnée et la panique lui brûlant la nuque. Le son des sirènes s'approchant lui indiquait qu'il avait moins de 2 minutes avant qu'il ne boucle le périmètre. Il sortit les clés avec des mains tremblantes. Elles lui tombèrent. « Maudit !» cria-t-il en se baissant pour les ramasser sur le sol en ciment. « Vous allez quelque part, Dubois ?» demanda une voix tranquille dans l'obscurité. Dubois se figea, leva les yeux. Devant la porte du garage, bloquant la sortie, se tenait Pierre, le vieux jardinier, un homme de 60 ans, les mains calleuses comme l'écorce d'un arbre et un sécateur à la main, et il n'était pas seul. Derrière lui sortirent 2 garçons d'écurie et le valet de parking que Dubois avait frappé la semaine dernière pour avoir rayé une voiture. « Dégagez le vieux !» grogna Dubois, récupérant les clés et dégainant son pistolet. Il savait qu'il lui restait peu de balles. « Je n'ai pas le temps de jouer. »« Vous n'allez pas sortir d'ici », dit Pierre sans bouger d'un centimètre. Sa voix était ferme, la voix d'un homme qui a travaillé la terre toute sa vie et ne craint pas les vermines. « Nous avons écouté la radio. Nous savons ce que vous avez fait. Vous avez essayé de tuer le jeune Alexandre. »« C'était un ordre !» se défendit Dubois en reculant vers la moto. « Si je ne le faisais pas, un autre le ferait. Laissez-moi passer et je vous donne de l'argent. J'ai 5 000 € dans le sac à dos. » Il lança le sac à dos au pied de Pierre. Le jardinier ne le regarda même pas. « Nous ne voulons pas de votre argent sale, nous voulons la justice. » Dubois, acculé, leva son arme et visa la poitrine de Pierre. « Je vais vous tuer, vieil idiot, écartez-vous. » Mais avant qu'il ne puisse appuyer sur la gâchette, un sifflement coupa l'air. Fouip! Un tuyau à haute pression, manipulé par l'un des laveurs de voitures depuis le côté, frappa Dubois en plein visage, avec un jet d'eau à puissance industrielle. L'impact fut comme un coup de poing. Dubois cria, aveuglé, et l'arme lui glissa des mains mouillées, glissant sur le sol en ciment loin de sa portée. « Maintenant !» cria Pierre. Les 4 hommes se jetèrent sur lui. Ce n'étaient ni des soldats, ni des policiers. C'étaient des travailleurs. C'étaient les personnes invisibles que Dubois avait humiliées pendant des années. La raclée fut chaotique et brève. Dubois lança des coups de poing en l'air, mais fut surpassé par le nombre et la rage accumulée. Pierre lui posa la botte sur le cou, l'immobilisant contre le sol taché d'huile. « Immobile !» le prévint le jardinier, approchant la lame du sécateur de son oreille. « Ou je vous taille comme un buisson mal poussé. » Au loin, les lumières bleues d'une patrouille tournèrent vers le chemin du garage. « Le voilà !» cria le valet de parking en faisant des signes des bras. « Nous l'avons !» 2 officiers de police sautèrent de la voiture, armes à la main, suivis par un détective en civil qui semblait être en charge de la scène. « Mains où je peux les voir !» crièrent les policiers en s'approchant avec prudence. Pierre et les autres s'écartèrent, laissant Dubois au sol, toussant de l'eau et du sang, vaincu. Le détective s'approcha, le menotta avec des mouvements professionnels et le souleva par le col de la chemise. « Chef de la sécurité Dubois, je suppose », dit le détective avec un sourire cynique. « Nous avons une déclaration très intéressante de votre patronne. Madame Éléonore dit que vous avez agi seul, que vous avez enlevé la famille et l'avez extorquée. Elle dit qu'elle est une victime de votre folie. » Dubois ouvrit grand les yeux. La trahison. Bien sûr, Éléonore allait le sacrifier pour se sauver elle-même. « Cette chienne menteuse !» cria Dubois en crachant du sang. « J'ai les enregistrements, j'ai les messages. »« Ah oui ?» Le détective leva un sourcil intéressé. « Où ça ?» Dubois regarda les policiers, puis le jardinier qui le regardait avec mépris. Il savait qu'il était fini.
Sa seule carte pour ne pas passer le reste de sa vie dans une cellule sombre ou recevoir l'injection létale était d'entraîner Éléonore avec lui. « Dans mon téléphone, dans le cloud », balbutia-t-il désespéré. « J'ai des audios, elle donnant l'ordre de couper les freins, elle riant quand elle pensait qu'ils étaient morts. J'ai des photos du paiement au légiste. Je vous donnerai tout, mais je veux un accord. » Le détective sourit, satisfait, fouilla les poches de Dubois et en sortit un téléphone portable de dernière génération enveloppé dans du plastique imperméable. « Ce téléphone ? » ?»« Oui, oui. Le mot de passe est 7788. Vérifiez-le. »« Elle est le cerveau. Je ne suis qu'un employé. » Le détective passa le téléphone à un technicien légiste qui attendait dans la voiture. « Bingo !» murmura le détective. « Emmenez-le et assurez-vous qu'il ne se cogne pas la tête en montant dans la patrouille. Trop fort. » Pendant qu'il mettait Dubois dans la voiture de patrouille, Pierre le jardinier s'approcha du détective. « Le monsieur Alexandre ?» demanda-t-il en retirant sa casquette avec respect. « Sera-t-il sauvé ?» Le détective regarda vers la route où l'ambulance était partie. Les ambulanciers disent qu'il est fort et qu'il a un ange gardien qui veille sur lui. Il sourit légèrement. « Je crois qu'il y arrivera. Bon travail, messieurs. » La patrouille démarra, emmenant le dernier méchant de la nuit. Le silence revint au garage. Mais cette fois, c'était un silence propre. L'air sentait la terre mouillée et la victoire. À l'hôpital, à des kilomètres de là, les portes des urgences s'ouvrirent en grand. On descendit le brancard en courant. J'allais à côté, trottant pour ne pas rester derrière avec les bébés maintenant dans une couveuse portable qu'on nous avait prêtée dans l'ambulance. Alexandre m'attrapa la main juste avant d'entrer au bloc opératoire. Sa prise était faible, presque inexistante. « Marie !» Sa voix était un chuchotement que je pus à peine entendre par-dessus le bruit des roues et les ordres des médecins. Je me penchai sur lui, collant mon oreille à ses lèvres. « Dites-moi, monsieur, si je ne sors pas. » Il fit une pause pour prendre son souffle, luttant contre l'obscurité qui l'entourait. « Promettez-moi que vous les élèverez, que vous ne les laisserez pas devenir comme Éléonore, qu'ils soient comme vous. » Les larmes me montèrent de nouveau, chaudes et rapides. Je serrai sa main avec force. « Vous allez vous en sortir, tête de mule. Vous les élèverez. Mais je vous promets que je serai là pour les gronder s'ils se comportent comme des riches gâtés. Maintenant, taisez-vous et battez-vous. » Les portes battantes du bloc opératoire se refermèrent sur mon visage, nous séparant. Je restais seul dans le couloir blanc et lumineux, l'odeur d'antiseptique me remplissant le nez. Je regardais mes bottes pleines de boue sur le sol immaculé. Je regardais mon reflet dans le verre de la porte. Une femme échevelée, sale, blessée, mais debout. Un infirmier s'approcha avec un formulaire. « Madame, j'ai besoin des données du patient pour l'admission. » « Non ?» Je respirais profondément, sentant que pour la première fois de ma vie, ma voix avait du poids dans ce monde. Alexandre de la Vega, propriétaire de tout cela et père de 3 enfants. « Et vous, qui êtes-vous, parenté ?» Je regardais la porte fermée du bloc opératoire, me rappelais la promesse, me rappelait sa main serrant la mienne. « Je suis la marraine, » dis-je, et je sus que c'était vrai. « Je suis la famille. » Je m'assis dans la salle d'attente, les yeux fixés sur l'horloge murale. La nuit la plus longue de nos vies commençait à peine, mais les monstres étaient déjà en cage. Maintenant, il ne restait plus qu'à prier. Le climax émotionnel. La bataille silencieuse. Les lumières fluorescentes du couloir de soins intensifs bourdonnaient d'un son électrique qui me transperçait les tempes comme des aiguilles. 4 heures s'étaient écoulées. 4 heures éternelles depuis que les portes du bloc opératoire avaient englouti Alexandre. 4 heures au cours desquelles mon uniforme, autrefois symbole de servitude, était devenu une armure tachée de sang séché et de boue. Un témoignage muet de la guerre que nous avions livrée. J'étais assise sur une chaise en plastique dur, le corps engourdi, mais mes bras ne se reposaient pas. Je tenais 2 des triplés, Charles et Mathieu, qui dormaient épuisés contre ma poitrine. Le 3e, Lucas, le plus petit, reposait dans une couveuse portable à mes pieds, surveillé par maître Bertrand, le notaire, qui ne nous avait pas quittés un seul instant. Le vieil avocat semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Son costume impeccable était froissé, et ses mains tremblaient légèrement sur sa mallette en cuir. « Vous devriez rentrer chez vous, Marie, » me dit Bertrand en brisant le silence. « Je reste. Vous avez besoin de vous laver, de manger, de vous reposer. Vous en avez fait plus que suffisant. » Je secouai la tête, serrant les bébés plus fort. « Je ne pars pas. » Non. Ma voix se brisa. Je ne pouvais pas dire l'autre option. À ce moment-là, le son de talons résonna dans le couloir vide. Ce n'étaient pas des talons de fête, mais des pas autoritaires, bureaucratiques. Une femme d'une 50aine d'années, avec des lunettes à monture épaisse et une chemise sous le bras, s'approcha de nous,
escortée par un agent de sécurité de l'hôpital. « Madame Marie González ?» demanda-t-elle en me regardant de haut en bas, avec un mélange de scepticisme et de désapprobation professionnelle. Son regard s'arrêta sur mes mains sales et mon uniforme de femme de ménage. « C'est moi », répondis-je sans me lever, protégeant instinctivement les enfants. « Je suis Madame Dumas, des services sociaux de protection de l'enfance », se présenta-t-elle en ouvrant sa chemise. « Nous avons reçu un rapport de la police concernant la situation de ces mineurs. Apparemment, le père est dans un état critique et la mère légale est détenue. La mère légale a tenté de les tuer, intervint Bertrand, se levant et lui barrant le passage. Je suis l'avocat de la famille de la Vega. Ces enfants sont sous la garde foi de facto foi d'une employée de maison sans lien sanguin ni légal, lui coupa Dumas avec froideur. Avocat, vous connaissez la loi. En l'absence de parents capables, l'État assume la tutelle immédiate. J'ai un ordre pour emmener les mineurs dans un foyer d'accueil temporaire jusqu'à ce que la situation judiciaire soit résolue. La peur me glaça le sang plus que la menace de Dubois. Survivre à un ravin, à une nuit de froid, à une meurtrière, pour qu'aujourd'hui une bureaucrate avec un papier me les enlève. Non, dis-je. Dumas cligna des yeux, surprise. Excusez-moi, ce n'est pas une question, c'est un ordre judiciaire. Remettez-moi les enfants. Ils sont dans une situation insalubre. Regardez-vous, madame. Vous êtes couverte de saleté, inadaptée. Je me levai lentement, en faisant attention de ne pas réveiller les bébés. La douleur dans mon épaule, frappée par Dubois, palpita, mais je l'utilisais comme carburant. Je m'approchai d'elle jusqu'à ce qu'elle puisse sentir la terre du domaine sur mes vêtements. « Vous avez raison, madame Dumas. Je suis sale, lui dis-je, ma voix tremblant de rage contenue. J'ai de la boue sur mes bottes parce que j'ai marché 3 kilomètres en portant ces enfants pour que les loups ne les trouvent pas. J'ai du sang sur mon tablier parce que j'ai mis mon corps entre eux et un garde armé qui voulait leur briser la tête. Et j'ai les mains tachées d'huile parce que j'ai poussé un chariot de blanchisserie de 100 kilos pour sauver leur père. C'est émouvant. Mais le protocole, tenta-t-elle d'interrompre. « Au diable votre protocole !» criai-je, et ma voix résonna dans le couloir stérile. Des infirmières passèrent la tête, alarmées. Ces enfants n'ont pas besoin d'un foyer d'accueil avec des étrangers. Ils ont besoin de chaleur. Ils ont besoin de la voix qui les a calmés quand ils pleuraient de faim dans la brousse. Ils ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Et tant que je respirerai, personne, écoutez-moi bien, personne ne les emmènera de mon côté. Si vous voulez me les prendre, vous devrez amener plus de policiers, parce que je ne vous les donnerai pas. » Dumas recula d'un pas, intimidé par la férocité de ma défense. Elle regarda l'agent de sécurité, espérant un soutien, mais l'homme regarda le plafond, feignant de ne pas entendre. Bertrand profita du moment. Il sortit un document de sa mallette. « Madame Dumas, avant que vous ne commettiez une erreur qui vous coûtera votre carrière, lisez ceci. C'est une déclaration sous serment d'Alexandre de la Vega, signée numériquement il y a des mois en ma présence, désignant des tuteurs légaux en cas d'incapacité. Et bien que le nom de Marie ne soit pas explicite, alors Bertrand mentit avec une élégance suprême, sortant une plume. J'ai des témoins oculaires, y compris le capitaine de police Silva, qui certifieront que le désir exprès du père avant d'entrer en chirurgie était de laisser les enfants sous la garde exclusive de Madame González. Si vous les emmenez, je vous poursuivrai pour enlèvement et négligence administrative dès demain matin. » Dumas hésita, regarda le document, regarda mon visage de lionne acculé, et puis regarda la porte du bloc opératoire. « Bien, » dit-elle en fermant sa chemise d'un coup sec, « mais j'enverrai une superviseuse toutes les 6 heures. Si je vois une seule égratignure sur ces bébés, je reviendrai avec la police. » Elle tourna les talons et s'en alla, claquant ses talons de fureur. Je me laissai tomber sur la chaise, tremblante. Bertrand me posa une main sur l'épaule. « Bonne défense, Marie. Ce document était-il réel ?» lui demandai-je. « C'était le contrat d'entretien de la piscine », admit Bertrand avec un sourire triste. Mais elle ne le savait pas. Parfois, la loi a besoin d'un coup de pouce de la justice. À cet instant, les portes battantes du bloc opératoire s'ouvrirent. Le chirurgien-chef sortit, retirant son bonnet vert, se frottant les yeux fatigués. Sa blouse était tachée. Je me levai d'un bond, le cœur battant à tout rompre. Bertrand s'approcha aussi. « Docteur » demandai-je, sentant l'air me manquer. « Comment va-t-il » Le médecin soupira, un son long et lourd. Il nous regarda sérieusement. L'opération a été compliquée. L'infection à la jambe était très avancée. Nous avons dû débrider beaucoup de tissus et reconstruire l'os. Il a perdu beaucoup de sang. « Mais il est vivant » insistai-je. « Il est vivant » confirma-t-il, et je sentis mes genoux fléchir de soulagement. « Mais il est dans un coma artificiel.
Son corps a subi un traumatisme brutal, déshydratation, septicémie, choc hypovolémique et stress émotionnel extrême. Nous ne savons pas s'il se réveillera ni quand. Les prochaines 24 heures sont critiques. S'il passe la nuit, il a une chance. Sinon, il laissa la phrase en suspens, la réalité nous frappa de nouveau. Nous avions gagné la bataille contre Éléonore, mais la guerre contre la mort continuait. Puis-je le voir? Suppliai-je. S'il vous plaît, juste une minute. Il a besoin de savoir que nous sommes là. Le médecin acquiesça. Seulement vous et sans les enfants. C'est la thérapie intensive. Je laissai les bébés à Bertrand, qui s'assit maladroitement avec un biberon dans chaque main et le troisième sur ses genoux. « Allez-y, me dit-il. Dites-lui qu'il doit payer mes honoraires. Alors il ferait mieux de se réveiller. » J'entrai dans la chambre. Elle était dans la pénombre, seulement éclairée par les lumières clignotantes des machines qui le maintenaient en vie. Le son rythmique du respirateur était le seul qu'on entendait. Chut-clic, chut-clic. Je m'approchai du lit. Alexandre semblait plus petit parmi tant de câbles et de tubes. Sa peau était pâle, presque transparente. Il avait des bandages sur la tête, sur les bras, et cette jambe détruite était surélevée et couverte d'appareils. Je m'approchai de son oreille, craignant de le toucher et de le briser. « Bonjour, monsieur », chuchotai-je. Et les larmes que j'avais retenues devant l'assistante sociale jaillirent librement. « C'est moi, la saleté qui a envahi votre fête. » Je lui pris la main. Elle était inerte, lourde. Les enfants sont en sécurité, ils vont bien. Ils ont mangé, ils dorment. Bertrand les surveille, même s'il ne sait même pas comment tenir un biberon. Je ris en sanglotant, un rire douloureux. « Écoutez-moi bien, Alexandre de la Vega. Vous n'allez pas partir. Vous ne me laisserez pas seul avec ce désordre. Vous avez promis que nous les élèverions, et je ne romps pas mes promesses. Alors, battez-vous. Battez-vous comme vous vous êtes battu dans la brousse. » J'appuyai mon front sur sa main froide. N'osez pas me laisser, car je crois que je ne sais plus être seulement la femme de ménage. Je crois qu'aujourd'hui, je suis devenu autre chose. Et vous aussi. Je restais là en silence, écoutant son cœur artificiel, priant un Dieu en qui je doutais parfois, demandant un miracle de plus, juste un de plus. La justice et la chute, tandis qu'à l'hôpital régnait le silence de l'espoir fragile, au commissariat central de la ville, le bruit était assourdissant. Le scandale avait éclaté. Les médias entouraient le bâtiment comme des vautours, avec des caméras et des microphones pointant vers les portes. Le miracle des triplés. La veuve noire du millionnaire. Les titres brillaient sur les écrans des téléphones portables de tout le pays. Dans la salle d'interrogatoire numéro 4, une pièce grise, froide et avec un miroir sans teint, Madame Éléonore était assise sur une chaise en métal vissée au sol. Sa robe de gala, qui quelques heures plus tôt coûtait des milliers d'euros. Maintenant, elle était froissée, déchirée à une manche et tachée de poussière du sol où je l'avais renversée. Elle n'avait plus ses bijoux, elle n'avait plus son maquillage parfait. Sous la lumière blanche et crue de la salle, on voyait toutes ses rides, toutes les lignes d'amertume. Devant elle se trouvait le détective Silva, l'homme qui avait arrêté Dubois. Il revoyait des papiers avec calme, ignorant ses cris. « J'exige un appel. J'exige mon avocat », hurlait Éléonore en frappant la table de ses mains menottées. « C'est un enlèvement. Je suis Éléonore de la Vega. Cet homme qui est apparu est un imposteur. C'est un coup monté de cette servante voleuse. » Silva leva lentement les yeux. Il sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans son geste. « Madame Éléonore, votre avocat, le prestigieux maître Morin, vient de quitter le bâtiment. Il a dit qu'il ne représentait pas de clients dans des cas de... » Comment l'a-t-il appelé? Ah oui. Homicide aggravé en tentative avec préméditation et guet-apens contre des mineurs. Il a dit qu'il préférait sauver sa propre licence plutôt que de sombrer avec vous. Éléonore pâlit. Vous mentez. Il ne peut pas me quitter. Je le paie. Plus maintenant, dit Silva en jetant un document sur la table. Le notaire Bertrand a présenté il y a une heure une ordonnance judiciaire d'urgence. Tous vos comptes ont été gelés. Vos cartes de crédit, vos actifs, vos actions. Tout est bloqué jusqu'à ce que l'enquête soit clarifiée. En ce moment même, madame, vous êtes plus pauvre que la femme qui nettoie votre cellule. Éléonore resta bouche bée, incapable de digérer la perte de son unique super-pouvoir, l'argent. « Ils n'ont pas de preuves », murmura-t-elle en s'accrochant à son dernier mensonge. « C'est ma parole contre celle d'un mourant et d'une domestique. » Silva se pencha en avant et sortit son téléphone. « Ah, j'ai oublié de mentionner votre ami Dubois. Il se trouve que Monsieur Dubois est très sentimental. Il aime garder des souvenirs. » Le détective appuya sur l'écran. Un enregistrement audio remplit la petite pièce. La voix était inimitable.
C'était la voix d'Éléonore, nette, cruelle et arrogante. « Coupe les freins, Dubois. Assure-toi que ça ressemble à un accident. Je ne veux qu'il ne reste rien d'Alexandre. Et si les enfants sont dans la voiture, tant mieux, 3 héritiers de moins. Fais-le ce soir et tu auras tes 100 000 €. L'enregistrement s'arrêta. Le silence dans la pièce fut absolu. Éléonore regardait le téléphone, comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. « Dubois a chanté comme un canari pour réduire sa sentence », expliqua Silva en rangeant son portable. « Il nous a donné l'emplacement de l'atelier où ils ont manipulé la voiture. Il nous a donné les reçus des virements bancaires que vous lui avez faits et il nous a donné ceci. » Éléonore commença à trembler. Non pas de peur, mais de pure rage, une rage impuissante. « Maudit !» siffla-t-elle. « Tous sont des traîtres. Je méritais cet argent. J'ai supporté le vieux de son père pendant des années. J'ai transformé ce domaine en un empire. Alexandre était un faible, un mou qui jouait à être papa. J'ai fait ce que j'avais à faire. »« Merci, madame, » dit Silva, se levant et frappant le verre du miroir. « Nous avons la confession enregistrée, c'est fini. » 2 officiers entrèrent pour l'emmener. Éléonore se débattit, en donnant des coups de pied, et en criant pendant qu'il la traînait vers les cellules communes. « Je suis madame Éléonore. Vous ne pouvez pas me toucher. Lâchez-moi !» La porte se referma, étouffant ses cris. Le règne de terreur était terminé. De retour à l'hôpital, le jour se levait. Les premiers rayons de soleil, dorés et doux, entraient par la fenêtre de la chambre d'Alexandre, illuminant la poussière dans l'air, tout comme dans cette scène initiale dans la campagne. Mais cette fois, la poussière n'était pas de mort, mais de renaissance. J'étais resté endormi sur la chaise, la tête appuyée sur le bord du lit, lui tenant la main. Je sentis un léger mouvement, un doigt frôlant le mien. J'ouvris brusquement les yeux, le cœur accéléré. Alexandre me regardait. Ses yeux verts, bien que fatigués et rougis, étaient ouverts. Le masque à oxygène s'embouait de sa respiration, maintenant plus rythmique. « Ma » tenta-t-il de parler, mais sa gorge était sèche. Je me levai d'un bond, appuyant sur le bouton d'appel des infirmières, pleurant et riant en même temps. « Je suis là ?»« Chut, ne parlez pas », lui dis-je en caressant son visage, lui enlevant les cheveux du front. « Vous êtes vivant. Nous l'avons fait, monsieur. Nous l'avons fait. » Il serra ma main faiblement, mais avec intention. D'un effort énorme, il leva l'autre main et désigna la porte, faisant un geste de berceau. « Les enfants, » murmura-t-il. « Ils vont bien, ils sont dehors avec Bertrand. Ce sont des champions, tout comme leur père. » Alexandre ferma les yeux un instant, et une larme solitaire roula sur sa tempe, se perdant dans l'oreiller. Quand il les rouvrit, il n'y avait plus de peur. Il y avait la paix et quelque chose de plus. Une gratitude qui valait plus que tout l'or qu'Éléonore avait tenté de voler. Les infirmières entrèrent en courant dans la chambre. « Il s'est réveillé !» criai-je. « Dites à tout le monde qu'il s'est réveillé. » Je sortis en courant dans le couloir vers Bertrand, qui somnolait la bouche ouverte, et les 3 bébés endormis en file sur un canapé de la salle d'attente. « Bertrand !» Je le secoua. Il ouvrit les yeux. L'avocat se réveilla en sursaut, manquant de faire tomber un biberon. « Quoi? C'est vrai? »« Oui. Il demande après les enfants. » Bertrand ajusta ses lunettes, souriant d'une oreille à l'autre. « Eh bien, il semble qu'aujourd'hui la société anonyme étrangère n'hérite pas. » Il se leva et me donna une accolade maladroite mais sincère. « Vous l'avez sauvée, Marie, toute seule. » Je regardai les bébés, puis la porte de la chambre où les médecins examinaient Alexandre. Je sentis le poids de la nuit disparaître de mes épaules. « Non, maître, » dis-je, regardant par la fenêtre comment le soleil illuminait la ville. Nous nous sommes sauvés mutuellement. Le cauchemar était terminé. Éléonore était derrière les barreaux. Les enfants avaient leur père et moi. Je n'étais plus invisible. Il ne manquait qu'une chose pour boucler la boucle, une promesse d'un avenir meilleur. La rédemption et le nouvel aube, scène 1, le prix de la vie. Une semaine plus tard, le son des roues du fauteuil roulant sur le linoléum de l'hôpital. C'était le seul bruit dans le couloir. Je poussai Alexandre vers le jardin intérieur de l'hôpital. Une semaine s'était écoulée, une semaine de chirurgie, de fièvre, d'antibiotiques et de déclarations à la police. Sa jambe droite était plâtrée de la cheville à la hanche, et son visage montrait encore les hématomes jaunâtres de la chute et de l'infection, mais il était réveillé, il était vivant. « Plus doucement, Marie, j'ai le vertige », murmura-t-il en portant une main à son front. Je m'arrêtai sous l'ombre d'un arbre, loin des caméras des journalistes, qui campaient toujours à l'entrée principale comme des vautours attendant une charogne. « Vous vous plaignez toujours, monsieur. Les médecins ont dit que vous avez besoin de soleil. Vous êtes pâle comme un fantôme, » lui répondis-je, en ajustant la couverture sur ses jambes, d'un geste qui n'était plus de service, mais de soin. Alexandre soupira et regarda vers le banc où maître Bertrand était assis,
surveillant 3 poussettes alignées. Les triplés, Lucas, Mathieu et Charles dormaient paisiblement, inconscients que leur existence avait été le centre d'une guerre. « Avez-vous vu les nouvelles ?» demanda Alexandre sans quitter ses enfants des yeux. « Je n'ai pas le temps pour la télévision, j'ai 3 bouches à nourrir et un adulte capricieux à soigner. » Alexandre laissa échapper un bref rire qui se transforma en une grimace de douleur à cause de ses côtes meurtries. Il glissa la main dans la poche de sa blouse et en sortit un journal plié. Il me le tendit. Le titre en lettres noires et épaisses criait « Éléonore de la Vega, 30 ans de prison sans caution ». En dessous, une photo d'elle étant poussée dans le fourgon de police, échevelée, hurlant, le maquillage coulé et les mains menottées derrière le dos. « Le juge n'a eu aucune pitié », dit Alexandre d'une voix dure. Dubois a tout déballé. Enregistrement, virement, message. Il a même dit où il avait caché les pièces des freins qu'il avait coupées. Je regardais la photo. La femme qui m'avait humilié pendant des années, celle qui avait tenté de tuer ses bébés, n'était plus qu'un numéro dans le système pénitentiaire. « Vous vous sentez mieux ?» lui demanda-je en lui rendant le journal. « Non », confessa-t-il en froissant le papier de son poing. « Je me sens stupide. J'ai vécu avec l'ennemi sous mon toit pendant des années. J'ai laissé qu'elle s'approche de mes enfants. Si vous n'aviez pas été là cette nuit-là. » Sa voix se brisa. Il baissa la tête, honteux. Je m'agenouillai devant sa chaise, l'obligeant à me regarder. Je posai mes mains sur les siennes, qui serraient l'accoudoir avec force. « Regardez-moi, Alexandre. » Je ne lui dis plus « Monsieur ». Ce titre était mort dans le salon de fête. Éléonore était une actrice experte. Elle a trompé tout le monde, le notaire, les investisseurs, la société entière. Vous n'êtes pas stupide, vous êtes humain. Et le plus important, vous avez gagné. Alexandre leva les yeux. Ses yeux verts rencontrèrent les miens. Il y eut un silence lourd, non de tension, mais de compréhension. Je n'ai pas gagné, Marie. Nous avons gagné. Il serra mes mains. Et je dois vous demander quelque chose d'important. Le ton de sa voix me mit en alerte. Je me levai et reculai d'un pas, lissant le jean que Bertrand m'avait acheté, car mon uniforme de servante avait fini à la poubelle de l'hôpital. Si c'est pour mon salaire, ne vous inquiétez pas. Bertrand m'a déjà donné une avance pour les couches et... Taisez-vous un instant, femme, m'interrompit-il, mais avec un sourire fatigué. Ce n'est pas pour le salaire. Bertrand a apporté les papiers de ma sortie de l'hôpital ce matin. Je rentre à la maison demain, au domaine. Je sentis un nœud dans l'estomac. Le domaine, le lieu du crime, le lieu où je frottais les sols pendant qu'il trinquait au champagne. Je comprends, dis-je en baissant les yeux. Eh bien, je suppose que je retournerai dans ma chambre à l'aile de service. Vous aurez besoin que je nettoie tout le désordre du salon avant que vous n'arriviez. Le sang sur le marbre est difficile à enlever s'il sèche. Alexandre tenta de se lever de la chaise, fit une grimace de douleur, mais se propulsa avec ses bras jusqu'à être à moitié redressé. « Asseyez-vous, vous allez vous blesser !» le grondai-je en tentant de le repousser. « Je ne vous permettrai plus de nettoyer un seul sol dans cette maison !» s'exclama-t-il en me saisissant par les épaules pour se maintenir debout. « Vous m'entendez ? Plus jamais !» Ses mains. Il prit mes mains, rugueuses par le travail et le froid. Ses mains ont sauvé ma famille. Je ne laisserai plus jamais qu'elles touchent un balai. « Et que voulez-vous que je fasse ?» demanda-je, des larmes me piquant les yeux. « Que je parte, que je cherche un autre travail. Je ne sais rien faire d'autre, Alexandre. Je suis une femme de ménage. »« Non, » dit-il fermement. « Je veux que vous soyez la mère qu'ils ont perdue. Je veux que vous soyez la maîtresse de maison. Pas comme épouse. Ne me regardez pas comme ça. Je sais que c'est tôt. Mais comme associé, comme famille, je vous offre la tutelle partagée. Je vous offre la moitié de tout, car sans vous, il n'y aurait rien. Il y aurait 3 petites tombes et une grande. » Je restais paralysé. Le vent agita les feuilles de l'arbre au-dessus de nous. Les bébés commencèrent à s'agiter dans leurs poussettes. « Vous êtes fous, chuchotai-je. Les gens parleront. Ils diront que la servante a profité du millionnaire malade. » Alexandre retomba dans la chaise, épuisé mais souriant. « Qu'ils parlent, qu'ils disent ce qu'ils veulent. Les gens qui étaient à cette fête, ceux qui applaudissaient Éléonore et qui ensuite m'ont applaudi, je m'en fiche. Vous êtes la seule vérité que j'ai trouvée dans ce mensonge. Acceptez-vous? Restez-vous avec nous ?» Je regardais les 3 bébés. Charles avait sorti une main de la poussette et agitait le poing en l'air. « Je reste, » dis-je en essuyant une larme rebelle, « mais à une condition. N'importe quoi. Pierre, le jardinier, et les garçons qui ont attrapé Dubois, je veux qu'ils aient une augmentation et je veux que Dubois pourrisse en prison. » Alexandre laissa échapper un éclat de rire qui lui fit mal à l'âme. Mais ce fut le rire le plus honnête que j'avais entendu depuis des années. Marché. Conclu. Scène 2. Le retour.
la revendication. Le convoi de voitures noires entra par la porte principale du domaine de la Vega 2 jours plus tard. Nous n'étions pas cachés dans un camion de blanchisserie. Cette fois, nous sommes entrés par la grande porte. La voiture principale s'arrêta devant l'escalier. Le chauffeur ouvrit la portière arrière et aida Alexandre à descendre avec ses béquilles. Je sortis de l'autre côté, portant Mathieu et Lucas, tandis que Bertrand, qui suivait, portait Charles et le sac des biberons. La maison était différente. Il n'y avait plus de musique, plus de gardes de sécurité armés au visage renfrogné. À l'entrée, aligné comme une armée de loyauté, se tenait tout le personnel. Pierre, le jardinier, était en première ligne, sa casquette à la main et la poitrine gonflée de fierté. À ses côtés, les cuisinières, les garçons d'écurie, les serveuses, tous ceux qui avaient vécu sous le joug d'Éléonore et de Dubois, quand ils virent Alexandre debout, appuyé sur ses béquilles mais vivant, un applaudissement éclata. Pas un applaudissement courtois d'étiquette, mais des cris, des vivas et des pleurs de joie sincère. « Bienvenue à la maison, monsieur !» cria Pierre en faisant un pas en avant. Alexandre s'avança en boitant vers lui et, à la surprise de tous, lâcha une béquille et serra le vieux jardinier dans ses bras. « Merci, Pierre. On m'a dit ce que vous avez fait dans le garage. » Alexandre se sépara et regarda tout le monde. « Merci à tous. Je sais que ces années ont été dures. Je sais qu'Éléonore a été cruelle, mais c'est fini. À partir d'aujourd'hui, cette maison n'est pas un château, c'est un foyer et vous en faites partie. » Il y eut des larmes, beaucoup. La cuisinière s'approcha de moi et m'embrassa fortement. « Vous l'avez fait, ma fille, vous l'avez sorti » pleurait-elle sur mon épaule. « Entrons » dit Alexandre en me regardant. « Il y a beaucoup à changer. » Nous montâmes les escaliers. En arrivant aux doubles portes en chêne, les mêmes que j'avais enfoncées avec le chariot de linge sale, je m'arrêtai. On voyait encore la marque du choc sur le bois verni. Une cicatrice de guerre. « Voulez-vous que je fasse réparer la porte ?» demanda Alexandre, remarquant mon regard. Je passai la main sur l'entaille. « Non, laissez-la ainsi. C'est un bon rappel que parfois, il faut enfreindre les règles pour faire ce qui est juste. » Alexandre acquiesça. « Vous avez raison. Qu'elle reste. » Nous entrâmes dans le vestibule. La lumière du crépuscule entrait par les fenêtres, illuminant la poussière qui flottait dans l'air, exactement comme cet après-midi dans la campagne. Mais le silence n'était plus oppressant. C'était la paix. Scène 3. La justice divine. 1 an plus tard. Contexte visuel. Le même jardin où l'histoire a commencé. Mais maintenant, il est vert, soigné et plein de vie. Il y a une longue table dressée pour un anniversaire. Des ballons colorés flottent, attachés aux oliviers. J'étais en train de finir de placer le gâteau à 3 étages sur la table. Un gâteau ridiculement grand pour 3 enfants d'1 an. Mais Alexandre insistait pour célébrer la première année de « vraie vie ». Je portais une robe simple, en lin blanc, confortable, élégante, mais pratique. Mes mains ne sentaient plus le détergent. Elles sentaient la vanille et la crème solaire pour bébé. « Attention à la balle !» cria Alexandre depuis la pelouse. Je me retournai pour voir la scène. Alexandre n'utilisait plus de béquilles, bien qu'il ait gardé une légère boiterie qui lui donnait un air distingué, un rappel permanent de son sacrifice. Il était assis sur l'herbe, entouré des 3 démons. Charles rampait à toute vitesse, poursuivant un chien que nous avions adopté. Mathieu tentait de se lever en s'accrochant à la jambe de son père. Et Lucas, le plus calme, était assis sur les genoux d'Alexandre, mâchant un jouet en caoutchouc. Monsieur Roger et Maître Bertrand étaient assis sur la véranda, buvant de la limonade et discutant politique, comme 2 grands-pères fiers. Pierre, maintenant chef d'entretien du domaine, supervisait le barbecue avec un sourire jusqu'aux oreilles. Je m'approchai d'eux avec un plateau de fruits. « À table !» appelai-je. Alexandre leva les yeux. Le soleil lui frappait le visage, effaçant les ombres de cet homme mourant que j'avais trouvé derrière le mur. « Maman dit de manger », dit Alexandre soulevant Lucas en l'air. Le mot « maman » me faisait encore sauter le cœur. Nous n'avions encore rien officialisé de romantique. Nous allions doucement, très doucement, guérissant d'abord. Mais nous étions une famille dans tout le sens du mot qui importe. Je m'assis à ses côtés sur l'herbe. Alexandre laissa Lucas au sol et se pencha vers moi, baissant la voix pour que Bertrand n'entende pas. « J'ai reçu une lettre aujourd'hui », dit-il, son ton devenant sérieux un instant. « Du tribunal. Je sentis un frisson. D'Éléonore ? Non, à propos d'Éléonore. » Alexandre prit ma main. « Elle a eu une bagarre dans la cour de la prison. Elle a tenté de soudoyer une autre détenue avec des promesses d'argent qu'elle n'a pas. Disons que les choses ne se sont pas bien terminées pour elle. Elle est à l'infirmerie. Elle y restera longtemps, seule. » Je regardais vers l'horizon où le soleil se couchait derrière les collines.
Je pensais à la femme qui avait tout eu et l'avait perdu par cupidité. Je pensais à la façon dont la justice prend parfois du temps, mais arrive toujours. Que Dieu lui pardonne, dis-je doucement, parce que je suis trop occupé à être heureuse pour la haïr. Alexandre sourit et embrassa ma main. Trinque à ça. À ce moment-là, Charles, qui avait réussi à se tenir debout en titubant, fit ses 2 premiers pas sans aide vers moi. Il rit, montrant ses 2 nouvelles dents, et tomba dans mes bras. « Il a marché !» cria Alexandre. « Vous l'avez vu ?»« Je l'ai vu, dis-je en serrant l'enfant, sentant sa chaleur, sa vie, son avenir. Il a marché vers nous. » La caméra s'éloigne lentement, montant vers les cimes des oliviers. Nous voyons la scène d'en haut, l'homme, la femme et les 3 enfants au centre d'un jardin qui a fleuri grâce à l'amour. Le château blanc brille en arrière-plan, non plus comme un château de glace, mais comme un refuge. La voix off d'Alexandre clôt l'histoire, non comme un narrateur, mais comme une pensée finale tandis qu'il regarde Marie. Je croyais que l'argent achetait tout. Je croyais que ma vie s'était terminée dans ce ravin. Mais j'ai dû tout perdre. J'ai dû devenir de la saleté pour trouver le seul trésor qui en vaille vraiment la peine. Parfois, les anges n'ont pas d'ailes. Ils ont des gants de caoutchouc jaune et un courage d'acier trempé. Fin.